Bonjour à tous, bienvenue sur Séoul Connect. Moi c'est Bart et je suis votre hôte pour ce podcast. Séoul Connect, c'est un podcast sur le business et l'entrepreneuriat en Corée. Nous rencontrons des entrepreneurs et des expatriés français ou francophones qui travaillent en Corée, notamment à Séoul, pour en savoir un peu plus sur leur parcours professionnel, leur expérience personnelle, leurs succès, leurs échecs, leurs impressions et leurs attentes au pays du matin calme. Allez, c'est parti! Bonjour Ida. Bonjour, bonjour à Merci tous. merci d'avoir accepté mon invitation. Donc tu es, la Française la plus connue, en Corée, hein. Ici, on te considère comme une vraie célébrité, on ne te présente plus. Pour les Français qui ne te connaîtraient pas, qui nous écouteraient depuis la France ou les francophones, tu as beaucoup parlé de ta vie en général et ta vie privée, notamment dans des articles, dans tes livres, on pourra revenir un petit peu là-dessus, plus tard si tu le veux bien, ou dans des vidéos. Aujourd'hui, si tu es d'accord, moi j'aimerais parler plutôt du côté professionnel, de ton parcours professionnel. Donc pour D'accord. commencer, ce que je te propose, si par exemple on se rencontrait dans une soirée networking et qu'on ne se connaissait pas, comment est-ce que tu te présenterais? Eh bien, je vous saluerai bien bas et puis je vous dirais que que je vis en Corée maintenant depuis 31 ans. Donc D'accord, les comptes sont faits déjà, donc je me dis: «Ah mince quand même!» 31 31 ans ans. et ouais et donc je suis actuellement, professeure dans une université féminine, l'université féminine Soumyang. Je travaille pour les médias coréens, radio, télévision et cetera, de depuis toujours en fait en Corée, mais actuellement principalement pour des sujets, qui concernent les femmes, qui concernent l'éducation, qui concernent l'art de vivre et les programmes du matin pour les dames. Je suis D'accord, aussi administratrice de la chambre de commerce franco-coréenne, donc un milieu très professionnel qui met, qui met en lien donc les institutions, françaises, on va dire les entreprises françaises et la Corée elle-même, tant que les entreprises coréennes et la France, aussi. Et donc je suis aussi auteure. Voilà, donc ça fait beaucoup de casquettes, à la fois professeure, à la fois personne de télévision, à la fois donc administratrice de la chambre de commerce et auteure. Alors, d'accord, la partie médiatique couvre aussi une partie communication, puisque j'ai, ma propre société de communication. Donc c'est la partie justement professionnelle qui va peut-être vous intéresser le plus. En l'occurrence, c'est une micro-entreprise, on va dire que je suis micro-entrepreneur, qui en fait, met en avant, toutes mes activités en tant que conférencière et animatrice pour, des événements, commerciaux, pour des entreprises qui, par exemple, lancent des produits ou se lancent dans telle ou telle activité. Donc, j'assure souvent sur scène l'interface en français ou en anglais et en coréen et voilà. Donc, d'accord. une vie bien remplie. Oui, Je suis aussi, effectivement. une maman de 2, plus 2, puisque, je me suis remariée en 2019, avec un Français qui a presque le même, parcours que moi, lui aussi, donc français au long cours en Corée et donc on est actuellement à la tête d'une famille de 6, donc 4 enfants, binationaux et hem et donc voilà, donc ça fait effectivement une vie, bien rock'n'roll. Oui. Oui, j'imagine une vie bien remplie. Donc si justement, si on reprend chacune de ces activités un petit peu, séparément, pour tout ce qui est médias, télé, donc c'est un travail d'animatrice, principalement, c'est ça, d'animatrice télé? Alors c'est très varié. Bon, quand j'ai commencé, au tout début, il y a plus de 20 ans, hein, la télévision pour moi, c'est maintenant 25 ans d'histoire, hein. Donc au tout début, j'avais travaillé pour la chaîne éducative, la chaîne EBS, Mmh. Education Broadcasting System, qui diffuse en fait H24 des cours en tout genre. Et à l'époque, donc c'était au tout début des années 90, on m'avait démarché pour savoir si je pouvais animer l'émission de français. Ça s'appelait «Bonjour la France». C'était, bi-hebdomadaire et j'enregistrais tout en une fois et puis, donc j'étais en binôme avec un professeur coréen et on animait donc le programme, les petits cours, les petites scénettes, on expliquait les règles, les expressions et cetera. Donc ça, j'ai commencé comme ça, donc techniquement un peu en français, en fait, à la Oui. télévision française. Et puis j'apprenais aussi, je prenais des cours en plus de coréen pour parler le coréen plus couramment, parce que quand je suis arrivée en Corée,
j'avais étudié la Corée, mais le coréen, je ne le maîtrisais pas comme aujourd'hui. Et puis, donc, très vite, quand j'ai eu mon diplôme, j'ai été approchée tout doucement par les grandes chaînes. Et donc, d'abord une interview, puis 2, puis 3. Puis très vite, en fait, on m'a proposé mon rôle à la vie. Alors, à l'époque, j'étais mariée avec le père de mes enfants, donc un Coréen. Et donc, j'étais une pièce rapportée, une Française mariée à un Coréen. Et donc, c'était un format intéressant. Donc, ils en ont sorti chez SBS une sitcom, en fait. Donc, c'est une sitcom qui passait tous les dimanches soirs à 1 heure de grande écoute. Et je tenais un peu mon rôle à l'écran, mon rôle à la vie, à l'écran, en l'occurrence. C'était donc une sitcom plutôt comique, hein, C'était de la télé-réalité, en fait, comme on l'appellerait. non, 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 pas télé-réalité. C'était Non. pas chez moi, c'était sur scène, ambiance théâtrale, avec un public. C'était enregistré en studio devant un public, en one shot. Hein, et donc, imaginez un peu un gars, une fille, version coréenne, entre un Coréen et une Française qu'il aurait épousée en pleine Corée traditionnelle. Voyez, donc, c'était très drôle. Et alors, cette émission régulière-là, donc c'est essentiellement du divertissement, m'a propulsée soudain devant les caméras. Et c'est un peu l'émission qui m'a, en quelque sorte, starisée, on va dire. À mon corps défendant, j'avais aucun projet de faire ça au tout début. Donc, on est passé de cours de français à cette sitcom régulière. Puis très vite, toujours chez SBS, Et j'ai eu… attends, excuse-moi juste sur la sitcom. Donc, l'idée, c'était parce que tu étais une étrangère, que tu parlais bien le coréen et qu'à l'époque, il n'y en avait peut-être pas beaucoup. Qu'est-ce qui a créé Alors, la mise en place des sitcoms? effectivement. Donc, il faut penser il faut savoir que dans les années 90, la Corée a retouché, donc, en l'occurrence, sa loi pour les immigrantes qui souhaitaient venir en Corée actuellement. À l'époque, en l'occurrence, on avait énormément de Coréens, notamment vivant dans les campagnes, de jeunes hommes qui ne trouvaient pas d'épouse à marier. Et donc, dans les années 90, le gouvernement a baissé un peu la garde et facilité l'arrivée de nombreuses jeunes femmes d'Asie du Sud-Est, de Chine, etc., pour venir en Corée et se marier. Et donc, en quelque sorte, repeupler un tant soit peu les campagnes ou les zones un petit peu moins populeuses. Et donc, il y a un pic démographique de ces mariages internationaux dans les années 90. On avait un taux bien au-dessous de 10, et dans ces années-là, il est monté jusqu'à 13% du total des mariages dans les années 90. Alors, vous allez dire, quel rapport avec moi? Bon, moi, je viens pas d'Asie du Sud-Est, je suis pas venue me marier non plus en Corée. Bon, il se trouve que dans mon cas, c'était une banale histoire d'amour. J'ai rencontré le père de mes enfants par hasard, voilà, et puis bon, on est devenus amis, copains, puis plus que ça, puis on a fini par se marier. Mais c'était un peu la tendance. Il y avait de plus en plus à l'époque de mariages internationaux. C'était la curiosité aussi du moment. Et cerise sur le gâteau, là, une histoire banale de Française qui vient en Corée. Pour eux, à l'époque, au début des années 90, la Corée, pour eux, c'était pas évident que des Européens, que des Occidentaux puissent faire le choix d'étudier la Corée, faire le choix de venir spontanément en Corée pour s'y installer et vivre ici au long cours. Donc, curiosité multiple. Et ça a donné ce démarchage. Effectivement, ils sont venus me chercher pour me proposer ce rôle. Alors moi, j'avais juste cette expérience à EBS d'animation télévisée. J'avais fait du théâtre quand j'étais étudiante, mais j'avais jamais fait de télévision. Je balbutiais en coréen, je parlais, mais j'avais un terrible accent, un débit assez étrange. Je disais oh là là toutes les 5 minutes. Et Vous voyez, c'est peut-être justement ce qui leur voilà, plaisait, en fait, exactement. le C'est exactement non-professionnalisme, ça. mais une C'est certaine pêche, j'imagine, une certaine aisance quand même exactement. devant la caméra. C'est D'accord. ça, c'est ce qui a fait le personnage. Et donc, ça a poussé d'autres directeurs de programme à me proposer d'autres choses. En l'occurrence, le deuxième gros programme que j'ai pu faire qui m'a vraiment fixé dans les médias, là encore, programme de divertissement pour SBS, ça s'appelait Lee Yong-yeol Show. Lee Hong-yeol Show. Lee Hong-yeol, c'est un comique. Donc maintenant, il ne travaille plus, il est retraité, mais à l'époque, il était dans l'air du temps et puis il avait un talk show. Et lui, donc j'avais été invitée lors de l'une de ces séquences. On cuisinait, en même temps, on discutait. Et alors, c'est parti en live. On a beaucoup ri ce jour-là. Et puis, il avait beaucoup de répondants, beaucoup d'humour. Alors, évidemment, m'ouvrant cette porte-là, j'y suis allée. Alors, c'était drôle parce que j'avais encore des traits d'humour à la française que j'essayais de traduire en coréen. On arrivait à se comprendre. Donc,
c'était rigolo et c'était tellement atypique par rapport à tout ce qui pouvait se faire, alors qu'il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'étrangers aussi à la télévision. Donc les gens étaient scotchés de voir Et voilà, il y aussi avait ce côté, voilà, il y avait ce côté une nouveauté. étrangère. Ouais. Et Voilà. c'était scripté Et ou pas donc, celui-là? donc en l'occurrence, bah non, en fait, c'était là pour le coup, la première fois quand il m'a invitée, j'avais effectivement, je savais globalement quelles questions elle allait me poser, mais tout en cuisinant, on discutait. Donc ça a été un tel succès à l'audimat qu'ils m'ont proposé chez SBS encore, une séquence hebdo dans le talk show de Lee Rouniol. Et c'était talk show Nado Handa. Moi aussi, je fais mon talk show. Et donc, on avait des petites vidéos des demandes des téléspectateurs. Et donc, il fallait que je donne mon avis sur. C'est pareil, c'était très, très rigolo. Et puis, je suis tombée enceinte. Enfin, pas tombée enceinte, on voulait ce bébé. Donc, on a fait tout pour tomber enceinte. Et puis, je me suis dit, bon, bah voilà, maintenant, je vais être enceinte. Donc, bon, je vais arrêter la télévision. Pour moi, c'était une expérience de plus. J'avais aucune intention à la base de faire carrière dans le milieu de la télévision. Mais que nenni. Le fait d'être enceinte, soudain, ils se sont tous intéressés au bébé qui n'était pas encore né. Mon Eugène, qui vient de partir au service militaire, il a 24 ans maintenant. Et il a commencé à la D'accord. télévision in utero. Donc, il y avait les photos du bébé. Alors, c'est un garçon, une fille, comment vous allez l'appeler? Est-ce que vous allez allaiter? Ah bon, vous allez allaiter? Donc, tout ça n'a fait qu'apporter encore plus d'eau à ce moulin médiatique, si je puis dire. Et puis, du coup, ben, j'ai jamais arrêté. J'ai travaillé jusqu'à la date de bébé. Si on n'avait pas mis un stop, il serait venu à l'hôpital filmer limite l'accouchement. Donc ça, c'était niet, c'était non. Mais donc, tout a été largement médiatisé. J'ai eu mon repos de nouvelle maman. Puis après, j'ai repris mes activités médiatiques. Et c'est après que j'ai un peu professionnalisé la chose en prenant un agent, en prenant une habilleuse. Voilà. Mais je vous raconte tout ça parce que tout ça, c'était la partie, en fait, divertissement, la partie un peu marrante que j'avais pas prévu de faire, mais qui est arrivée comme une énorme vague. Et je vous dis, cette carrière médiatique, c'est quand même plus de 20 ans de ma vie, hein. Maintenant, on en est à 25 ans de carrière télé. Et après, donc je n'ai fait que ça pendant des années avec les coupes du monde. Grâce à la télévision, j'ai eu des expériences mais fantastiques. J'ai découvert la Corée en long, en large et en travers, parce que j'étais aussi reporter en province pour découvrir les régions, pour découvrir les produits du terroir, pour toutes les expériences incroyables que j'ai pu faire. C'est ouais, notamment grâce à la télévision. J'ai rencontré plein de personnes passionnantes, tant françaises que coréennes, appris plein de choses, beaucoup de choses en matière de cuisine, etc., parce que j'adore ça aussi. Donc, Et et ce qui est puis, intéressant aussi, c'est que, pardon, ce qui est intéressant aussi, c'est que donc tu étais à la fois une animatrice, mais traitée un peu comme une star au niveau de la vie privée, etc. Alors qu'il me semble qu'en en France ou dans d'autres pays, sont des choses un peu séparées, c'est-à-dire que les animateurs, on ne sait pas trop de choses sur leur vie privée, on va pas suivre leurs ouais. enfants, etc. Et en revanche, les stars, on va savoir un petit peu tout ça. Est-ce que c'est courant en Corée, ce genre de procédé, ou ça Alors, t'est tombé dessus un petit peu comme ça? c'est une très bonne question. Non, non, effectivement, ça peut étonner quand on voit ça d'Europe en disant, mais mince, pourquoi est-ce qu'elle met autant sa vie privée sur la table? C'est quand même très personnel. Mais il faut savoir qu'ici, en Corée, les personnes de télévision, les personnes qui travaillent notamment dans le divertissement, Mhm. on participe de ça. Ça fait partie du concept de montrer. C'est le partage. C'est le partage humain d'une expérience de vie, de montrer comment vous vivez. Et puis, si vous n'avez rien à cacher, pourquoi ne pas le faire? C'est un peu ça. Donc, les gens aiment bien savoir et ça participe aussi du retour du public parce que si vous saviez la bienveillance du public aussi, que ça m'a permis je veux dire, d'obtenir, hein. Les gens sont, quand ils rencontrent mes enfants dans la rue, maintenant, quand je les rencontre dans la rue, les gens, c'est comme si j'étais leur nièce, leur tante, leur fille, leur petite fille. Vous comprenez ça? Ça participe du concept ouais, de sympathiser avec la star en question. Et au-delà de mon cas, je veux dire, toutes les stars coréennes font ça. Alors, à des degrés plus ou moins engagés, on n'est pas obligé de tout donner, tout montrer. Mais les gens apprécient énormément de savoir que bah, il va y avoir un bébé dans la maison, comment vous allez l'éduquer, comment vont les enfants, comment va la maison, et la belle-mère, et le mari. Ça participe oui, de la prise de contact avec tout personnage médiatique. Et la Corée adore ça. Le public D'accord. coréen adore ça. Alors, c'est à double tranchant, parce que justement, j'allais arriver à cette période. Quand vous communiquez sur le bonheur, quand tout va bien, bah, c'est fantastique, hein, c'est une merveilleuse vague qui peut aller très, très loin. Moi, j'en ai profité pendant 20 ans. Et puis beh, la vie est ce qu'elle est. Et puis, on avait des problèmes au sein de notre couple international.
pas liés à la biculturalité et la multiculturalité, certainement pas, des problèmes liés à tout couple lambda. Problème dont je n'ai jamais parlé, j'ai jamais étalé les raisons de ce divorce d'il y a 11 ans maintenant. Mais donc, enfin, en l'occurrence, c'est moi qui demandais le divorce pour des raisons que je tairai encore ici. Et puis j'ai été paparazzée en sortant de chez mon avocat. Il voyait bien que ça se tramait. À ce moment-là, j'avais perdu pas mal de poids, tout ça, donc ça se voyait, on voyait bien qu'il y avait que le bateau prenait l'eau. Et puis j'ai été paparazzée et c'est parti. Oui, parce que C'est parti. toi, quand tu divorces, ça fait la une des médias quand même. On le voit encore aujourd'hui quand on tape Ida Dossi sur Google. Un des premiers résultats qui sort sur la première page, c'est effectivement ton divorce en 2009. Donc c'est vrai que Voilà. ça a fait pas la une des médias, mais Ah, en tout cas, mais ça a été pour le cité coup, dans les médias. Ouais. Ouais, effectivement, là, quand ça a explosé, ça a fait la une des médias. J'étais d'accord, en tête des recherches sur Never et j'avais qu'une envie, c'était de disparaître dans un coin, qu'on m'oublie, qu'on ne me regarde pas. j'imagine. J'avais 2 enfants qui avaient à l'époque donc quand le divorce a explosé, mon aîné avait 10 ans et l'autre, il avait 4 ans, quoi. Et ils étaient encore tout petits. J'avais l'intention de faire ça discrètement, ja surtout pas de médiatiser ça. Et en fait, on a été paparazzés et il y a eu un glitch dans la presse, ça a fuité dans la presse et donc là, mon agent m'a ordonné de faire une conférence de presse pour dire: «Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Où? Comment? Qu'est-ce qu'on va faire?» Terminé. Il faut tout de suite câbler la chose parce que comme les gens sont très clients pour toutes ces affaires personnelles, ça peut très, très vite partir, en live et les rumeurs surtout. J'ai aussi été victime de méchantes rumeurs plus tard concernant mon ex. Et quand rumeur il y a, après, c'est très difficile de retoucher l'affaire. Par exemple, si vous cherchez bien sur Internet, une autre rumeur qui m'a suivi un temps par le passé, on disait que j'étais un produit de la secte Moon, parce que mariée à un Coréen, donc forcément mooniste. Il y a des gens qui assuraient, mordicus, qui m'avaient vu me marier dans un stade, qui avaient même des photos, mais qui ne pouvaient pas présenter là, mais qui les avaient et qui m'avaient vu. Donc bon, après, D'accord. le temps et l'acharnement fait que bon, bah, ces rumeurs peuvent mourir. Mais il y a des rumeurs extrêmement toxiques, beaucoup plus récemment, il y a eu des articles donc qui se sont basés sur des rumeurs, mais qui étaient tellement présentes que certains journalistes, enfin, plutôt non professionnels en l'occurrence, en ont fait des articles qui attestaient que mon ex-mari était mort des suites d'un cancer, attrapé, suite à un stress épouvantable, des suites de notre divorce, dans les années, 2000. Ouais, donc ça, c'est complètement de l'intox, ça n'est absolument pas le cas. Donc mon ex-mari se porte très, très bien, il vit aujourd'hui au Vietnam et non, non, donc j'ai vécu tout ça. Alors je peux vous assurer que quand le divorce a explosé, c'était en 2009. Donc là, tu étais au sommet de la carrière, là, c'était Voilà, ouais. exactement. Et donc ça a mis un stop net à mes activités médiatiques, parce que j'avais toujours communiqué sur le bonheur et donc là, c'était nettement moins drôle et puis moi, j'avais pas du tout envie de donner les détails, surtout. J'avais pas du tout parce que c'est moi qui demandais le divorce, j'avais des raisons, de le faire. Ouais. J'étais terrorisée à l'idée en plus, en tant que pièce rapportée. Bon, maintenant la loi a évolué de manière assez conséquente, mais je connaissais vaguement mes droits, mais c'était extrêmement litigieux, compliqué. J'avais peur de perdre mes enfants, c'était mon cauchemar. C'était le point, mes enfants. Je voulais pas qu'on me retire mes enfants, donc on marchait vraiment sur des œufs et hors de question d'aller faire le show avec une affaire aussi litigieuse, quoi, Ouais. et sensible surtout, qui ne concernait pas que moi et qui était à 1000 années-lumière du bonheur surtout. Donc j'ai voulu le taire et donc j'ai arrêté mes activités médiatiques. Alors je continue à faire des conférences, énormément de conférences. Les salles étaient pleines. Les gens venaient plutôt voir Ida Dossi en pleine crise plutôt qu'écouter ce que j'avais à dire, mais bon. C'était Et sur quoi les puis, conférences, justement, oui? et c'était bon, des conférences, par exemple. Moi, je continue à faire énormément de conférences. Je travaillais notamment régulièrement pour la ville de Séoul, en matière de tourisme, parler de la Corée, pour les gens du tourisme, parler des attentes des Occidentaux et des étrangers quand ils viennent en Corée, sur le D'accord. tourisme, par exemple, l'image de la Corée. Beaucoup de choses aussi en matière de multiculturalité, les problèmes de langue qu'on peut rencontrer et l'avantage d'avoir une société mixte, multiculturelle. Et donc, parce que bah, à l'époque, évidemment, les familles mixtes étaient un petit peu, on va dire, on va pas dire ostracisées, mais disons que nombreux sont les gens qui pensent que les, les, les enfants mixtes, notamment, restent des sans-mêlés, donc pas vraiment coréens, ni vraiment une autre nationalité, que c'est difficile pour eux de se mélanger à la société coréenne, qu'ils ont même des problèmes de langage. On fait une espèce d'amalgame, amalgame que tout pays
soudain confronté à une certaine immigration, réaction que tout pays a pu faire, forcément. Donc la Corée commençait à découvrir une certaine mixité dans sa société et donc, bon an, mal an, il y a des faits, mais il y a aussi des légendes, des rumeurs, des idées qu'on croit, et cetera. Donc tout ça s'est accablé très vite. Donc il y avait énormément de choses à dire sur le sujet puisque je le vivais à H24 et voilà. Et puis pas mal aussi de conférences, bon, plutôt légères sur l'art de vivre, les fêtes, la voilà, bon, des conférences en rapport avec les livres que j'ai pu sortir. Donc aujourd'hui, c'est 9 ouvrages que j'ai pu éditer, 2 seulement, en France et en français. On en Ah reparlera tout d'accord, à 2 l'heure, en mais donc français, mais d'autres en coréen. Et là, les conférences, c'était en coréen? toujours en coréen, toujours Toujours en en coréen, coréen. exclusivement en coréen. Voilà, donc les conférences continuaient, mais la télévision, on a mis un stop direct parce que j'avais pas du tout envie, puis alors chaque fois, c'était: «Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous allez nous raconter tout? Non, ça va pas être possible» et la petite musique violon, ting, 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 ting. «Alors, comment vont les enfants?» Non mais du show, quoi. Ça, j'étais pas cliente, donc je ne pouvais pas faire ça. Et puis il y avait les réseaux sociaux qui commençaient à battre leur plein à l'époque et j'ai vu une descente parce que un divorce, c'est déjà pas facile à vivre quand on est concerné par le problème, mais après le tremblement de terre du divorce, est arrivé chez moi un tsunami professionnel, notamment au niveau médiatique, on va dire. Donc une énorme vague de critiques étrangère. En plus, une femme qui demande le divorce. Quelle garce. Donc, je passais soudain de ce statut de petite chérie de la Corée, trop marrante, trop adorable, et puis elle a 2 enfants, elle est trop mignonne, au statut de révolutionnaire, de chienlit, de qu'est-ce qu'elle vient encore demander le divorce, voilà, pourquoi et quoi, on lui a donné en plus raison, mais c'est quoi cette justice? Il n'y a pas de fumée sans feu, elle a forcément fait quelque chose de pas bien. Bon, voilà. Donc il D'accord, a fallu ouais. j'ai tout arrêté. Les réseaux sociaux à l'époque, c'était avant Facebook en Corée, on avait les mini Rompi, des petites, les mi les petites, homepage, d'accord? Des petits sites personnels. C'était une grande société qui distribuait ça bien avant Facebook. S'ils avaient un peu créé à l'affaire, l'entreprise aurait pu devenir finalement le Facebook de la planète. Mais bon, ils ont été très vite détrônés par Facebook parce que eux ne jouaient pas à l'international. Donc ces pompiers ont été balayés et donc, de toute façon, moi, j'ai tout descendu, tout ce qui me concernait. Je ne voulais plus communiquer parce que c'était par jour des dizaines et des centaines de milliers de visites, avec énormément de soutien, mais énormément de fiel aussi, je veux dire, Ouais, ouais. d'agressions personnelles de gens qui disaient: «Mais quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Et tu veux le Et pauvre mari coréen». Donc ça a été très difficile à vivre, donc j'ai tout descendu et puis on a essayé de faire profil bas. J'ai continué à travailler donc avec mes conférences et puis bon, j'avais quand même des diplômes. Moi, je suis venue avec, une maîtrise, en Corée du Sud, une maîtrise que j'avais eue en France. En France, je devais continuer vers un doctorat que je n'ai jamais terminé puisque je suis arrivée en Corée et jamais repartie dans quelle et activité? Dans quelle matière? donc économie. Économie Économie. internationale, option D'accord. Asie, option Corée. Donc j'avais plusieurs langues à mon actif, des diplômes. J'avais aussi, pris des cours, du MBA, de Yonsei, de l'université Yonsei et puis j'avais un diplôme de coréen donc à cette époque-là, j'avais déjà mon diplôme de coréen donc niveau 6, de KLI, de l'Institut de langue, coréenne de Yonsei. D'accord. Donc j'avais des diplômes. Alors je me suis dit: «Bon fini la télé, c'est pas grave, on va faire autre chose». Il y avait les moyens, il y avait moyen. Et puis, j'ai donc décidé d'essayer de trouver quelque chose de stable parce que comme j'avais demandé la garde de mes enfants, je voulais rester auprès d'eux. Ils étaient encore tout petits et donc le divorce, ça a été aussi difficile à vivre pour eux. Donc le divorce a quand même duré 1 an et demi, ce qui est très, très long en Corée. On peut divorcer en 1 mois en Corée, hein, si tout se Ouais. passe bien d'un commun accord. Mais là, ça a été très, très féroce. Médiatisé. Mon ex-mari a porté l'affaire en appel parce qu'il perdait tout, les enfants, la totale. J'ai très vite gagné, mais il a fait appel et puis après il a disparu du scope et enfin bon, il a joué la carte du temps, l'épuisement mental, nerveux et financier et puis, bon finalement, j'ai quand même, gagné ce divorce. Bon gagné, c'est terrible parce que c'est quand même un sérieux échec, hein, quelque part, mais bon, toujours est-il que ça s'est terminé comme ça. J'ai eu la garde des enfants et la responsabilité légale, ce qui est quand même aussi D'accord. particulier, donc ce qui atteste aussi de la thèse que j'ai menée en justice et donc voilà, donc du coup mais
quand le divorce a pris fin, j'avais repris quelques activités médiatiques. Mais moi, j'aurais voulu continuer sur du reportage, des faits qui ne touchaient pas ma vie, quoi. D'autres choses, j'aurais Ouais. voulu continuer là-dessus. Mais à chaque fois, on sait bien que tout le monde était derrière sa télé pour dire: «Qu'est-ce qu'elle va nous dire?» Et donc non, à chaque fois, on revenait sur ma vie personnelle et c'était un petit peu difficile à vivre. Et puis j'ai, envoyé pas mal de CV de ci, de là, parce que même quand on s'appelle Ida Dossy, quand on cherche un travail, on envoie des CV. Et puis, j'ai eu la chance d'être retenue pour, l'université féminine Yonsei. Alors comme j'avais enseigné par le passé, il y a très, très longtemps à l'université, Yonsei, au tout début, de mon séjour en Corée, là, je postulais, hein, donc en tant que professeure. Et bon, ils ont en quelque sorte validé mes acquis, j'avais déjà donné pas mal de cours et cetera et puis j'avais bon quand même à mon actif plusieurs langues, dont le coréen, ce qui aidait aussi les débutants, tout ça et j'ai eu le poste. Donc ça stabilisait un peu, pendant le divorce, mes finances Donc, pour enseigner et le français à des Coréens, hein, c'est ça? enseigner donc le français des affaires, donc c'est pas seulement la langue, ABCD et Ouais. compagnie. Bon, j'ai aussi des cours comme ça, mais donc aussi des cours, beaucoup plus, culturels et j'essaye de rapprocher en fait le milieu universitaire du milieu de l'entreprise, ce qui manque encore un petit peu actuellement en Corée et donc voilà, donc j'avais ça. Ensuite, je me suis rapprochée aussi de la chambre de commerce. Bon alors ça, même si c'est pro bono, c'est pas un travail rémunéré, mais ça m'occupait la tête. Je gardais, donc le contact avec les entreprises tant françaises que coréennes. Donc, ce sont souvent des conférences, des services, des conseils, tout ça pro bono, mais ça fait rencontrer du monde, ça fait rencontrer des gens et pour mes conférences, c'était toujours intéressant de rencontrer des nouvelles entreprises, des nouveaux arrivants, tout ça. Donc, j'ai monté ma société légalement, donc idadossi.com D'accord, oui, pour, donc effectivement, enseignante à l'université, donc tu dis sur du français des affaires, sur des choses un peu professionnelles, c'est ça? Hem, mais aussi le DELF, mais aussi, des choses, plus basiques, hein. le DELF, c'est le? C'est le diplôme, donc le diplôme nécessaire pour tout Coréen pour entrer à l'université française. Diplôme D'accord, qui donc, valide un certain niveau de français. Voilà. d'accord, pour valider leur niveau de français. Il y a À tout côté de ça, donc administratrice, pardon, à la chambre de commerce, donc tu dis ça, c'est volontaire. En fait, tu fais partie du board, c'est ça? du board, De la chambre? absolument. Membre D'accord. élu, membre Membre élu par élu, la oui, communauté. oui, oui. Ouais, Donc avec des réunions régulières, et cetera, et puis qui te rapproche effectivement de l'entreprise, donc pour connecter avec voilà, l'université. Et donc tu dis à ce moment-là, c'est à ce moment-là que tu montes ta société, voilà. Parce que bon, pour des raisons légales, hein, de toute façon, tout ça, ça doit se déclarer au niveau des impôts, au niveau de l'université même. Je veux dire, quand je tra maintenant que je suis professeur avec un statut de professeur, toutes mes activités, donc rémunérées que je peux faire ailleurs, je dois les déclarer au c'est la loi, ça parce que tu es pas employé de l'université, en fait? C'est employé de l'université. Mais en tant qu'employé de l'université, quand j'ajoute justement comme ça une corde à mon arc et fais des activités connexes ou supplémentaires, je dois déclarer simplement déclarer. Donc en toute transparence, j'ai donc monté mon entreprise et quand je fais des conférences, des choses comme ça, beh, je déclare tout ce que je fais, oui, bien sûr. d'accord, donc tu as l'entreprise, c'est plus pour les conférences et tes activités personnelles. Ensuite, Voilà, tu as exactement. l'activité de Donc l'université. mon entreprise, en fait, c'est effectivement pour tout ce qui est conférence, donc Oui, conférence en entreprise, conférence en administration, pour une découverte de la Corée ou alors pour des Coréens qui souhaitent, s'expatrier, donc vers, la France ou l'Europe et puis aussi, donc cette société couvre mes activités d'animation sur scène. Donc quand des entreprises me démarchent pour, par exemple, lancer un produit, lancer, je ne sais quel, nouveau service ou quoi que ce soit, donc ou un anniversaire ou je ne sais quel gala, j'anime donc sur scène, ce genre de choses. Donc ça, c'est pareil, ce sont des activités donc déclarées, enregistrées, donc il fallait faire ça dans les règles de l'art. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai monté ma société. d'accord. Toi, tu es naturalisée coréenne, hein, depuis quelle année? Depuis 96. D'accord, oui, donc les visas, ça n'a jamais été un problème à cette époque-là, ni au moment du divorce, ni après pour monter la société. Tu étais naturalisé. Tu as aussi, j'ai vu, fait transcrire ton nom en Hangul, en Alors c'est alphabet pas coréen. alors c'est pas vraiment, donc transcrire, moi non, on écrit Ida Dossi comme ça, voilà. Mais bon, Je veux dire, Dossi, c'est bien oui, mon patronyme, Ida, mon prénom. Mais j'ai un nom coréen aussi, mais c'est pas moi qui ai voulu le prendre, on m'avait demandé: «Ouais, pourquoi vous prenez pas un nom coréen?» Mais parce que je m'appelle Ida Dossi, voilà, j'allais pas non plus me changer en quelque chose,
j'avais pas envie de changer mon nom. Mais par contre, lors d'une émission, toujours à la télévision, lors d'une émission sur les prénoms et les noms coréens, j'avais rencontré un lettré donc qui m'avait proposé de me donner un nom coréen parce que j'en avais pas à l'époque. Donc il m'avait demandé de choisir un patronyme. À l'époque, j'étais encore mariée avec le papa de mes enfants, donc j'avais choisi ça. Pour garder le même patronyme que mes enfants. Et puis, il m'a demandé ma date de naissance, mon heure de naissance, une petite recherche personnalisée, à regarder dans tous ces grands livres. Et puis, il m'a dit, bon, bah voilà, je vous propose Hena. Donc, Malglhedaga Arundaulna. Donc, le He veut dire clarté. Et Na, c'est Arundaulna, c'est veut dire beauté, claire beauté. Voilà, il m'a dit claire beauté. Alors, j'aimais bien Yena. Et donc, c'est Sohena. Mon nom coréen, c'est Sohena. Alors, j'étais contente d'avoir un nom coréen. Personne ne l'a jamais utilisé. Même sur certains plateaux, après, quand on m'a accueilli, ah, voilà, Sohena. Ah, c'est Ida Doshiguna. Tout le monde est revenu à Ida Dossi. Et ça m'a jamais quitté. Donc, de toute façon, maintenant, Dossi est légalement enregistré comme patronyme coréen. Voilà. Voilà, c'est ça que tu as fait. C'est-à-dire exactement, qu'est-ce que ça couvre? Mais c'est les noms qui sont dans le pays, qui sont donc octroyés à des Coréens du pays, sont officialisés. Donc, en l'occurrence, Dossi, je suis peut-être la seule. Alors, mes fils portent le nom Dossi. Ah, tu as créé une nouvelle génération avec un clan. patronyme. Un D'accord. clan, voilà. C'est vrai La que société coréenne est clanique. Donc, en l'occurrence, voilà, le clan Dossi, voilà, j'en suis instigatrice. comme il y a les Lee ou les Son, Exactement. il y Voilà. aura les Dossi, sachant que c'est vrai que tu as un nom qui est facile à prononcer, c'est ça qui est intéressant aussi. Ida Dossi, Alors, c'est vrai que… il y a eu beaucoup de salades aussi avec mon nom, parce que Ida, déjà, c'est un prénom particulier. Hein, donc, en fait, c'était il n'y a pas longtemps, c'était le 13 avril, hein, c'est dans le calendrier des Ah, PTT, Ida. bonne Sainte fête, Ida, alors, ça fait un mois. voilà. Et donc, Ida, c'est en fait, la raison pour laquelle mes parents m'ont appelée Ida, c'est que c'était la patronne de Boulogne-sur-Mer. Ma mère est d'origine de Boulogne-sur-Mer, et mon père adorait ce prénom. Donc, ils avaient dit, si on a une fille, on l'appellera Ida. Bim, c'était moi. Quand bien même le prénom est assez rétro, hein, c'était très, très à la mode au début du XXe siècle. Et donc, j'ai rarement rencontré d'autres Ida au cours de ma vie. Et donc, par contre, ça sonne un petit peu. Alors, c'est un prénom d'origine germanique, mais ça sonne un petit peu japonais bizarrement. Donc, ça a interpellé les Coréens. Ida, comment ça, Ida? Et donc, Dossi, alors ils disent souvent Doshi avec un 5 chiottes, un double chiotte, hein, comme de double S, Dossi. Et nombreux sont les gens aussi qui se méprennent, pensant que je m'appelle en fait I. Donc, le patronyme serait I. Dado serait mon prénom, parce que comme les noms coréens sont trisyllabiques et commencent par le nom de famille, Oui, on d'accord. pensait que Ida Doshi, I, c'est le patronyme, Doshi, c'est Dado, c'est son prénom, et Shi, c'est la particule honorifique. Donc on m'appelait, ah, Madame Lee, c'est vous. Non, c'est pas moi. Non, je m'appelle Ida. Donc voilà, il y a eu pas mal de micmac avec ce nom, mais maintenant, non, il est dans les têtes. Et c'est même encore maintenant, même masqué en pleine période de Covid, ce qui me trahit, en fait, à chaque fois, c'est ma voix. Parce que ma voix, j'ai fait énormément de publicité, énormément de radio, beaucoup de… Vous savez, même à la radio, des petites publicités. Oh là là, là là là. Ma voix a fait l'objet aussi d'une sonnerie de téléphone. LG avait acheté une petite séquence avec ma voix pour les téléphones au tout début, quand les téléphones sont sortis. Donc, les Coréens connaissent cette voix, cette tonalité. Et donc, quand je suis en ville, même masquée avec un petit béret ou un chapeau ou quoi, les gens me reconnaissent dès que je dis 3 mots. Ils connaissent le timbre de ma voix et aussi les yeux, bizarrement, les yeux. D'accord, mais justement, ouais, sans masque, hors période Covid, comment ça se passe? Tu peux te balader dans Séoul tranquillement ou alors c'est Je peux me impossible? balader dans Séoul tranquillement, sans aucun problème. Presque tout le monde va me reconnaître. Presque tout le monde. Que ce soit les personnes très, très âgées, les gens de mon âge, les personnes plus jeunes. Alors, nettement moins les petits-enfants maintenant, les tout petits, parce que je ne fais plus de divertissement. Je ne suis plus dans le divertissement du tout. Je n'ai pas voulu jouer la carte de la télé-réalité en Corée. Ça aussi, on avait beaucoup proposé. Mettre des caméras partout dans l'appartement, regarder un peu comment vivaient mes enfants, parce que les enfants font des bonnes études, ils parlent plusieurs langues, etc. Donc, j'ai souvent été démarchée pour ça. Je n'ai jamais voulu faire ça. Donc, pourtant, on a fait des émissions ensemble, hein, mais ça restait toujours limité dans le temps pour une émission, une fois, mais mettre des caméras partout dans l'appart et regarder les enfants évoluer, j'ai jamais voulu leur donner ce stress. Donc, non.
Donc, moins Mais les jeunes donc, oui, générations, mais effectivement, enfin, moins les enfants aujourd'hui. Mais comment ça se passe? Les gens, est-ce qu'ils t'abordent dans la rue, ils te demandent des oui. autographes ou est-ce qu'ils te laissent tranquille? Alors, bah, ça dépend. Dans les provinces, c'est systématiquement les grandes embrassades, voilà, voilà. Mais à Séoul, bah, ça dépend des gens, ça dépend des quartiers, mais souvent les gens me reconnaissent et je vous dis, c'est comme je vous disais tout à l'heure, j'ai l'impression d'être de la même famille. Ils vont me dire: «Alors, comment vont les enfants? Alors Eugène est parti au service, ça va?» C'est tous mes cousins, mes tontons, mes tatas, mes parents, mes enfants, c'est assez comique, hein, ouais. Mais c'est D'accord. toujours bienveillant. Personne se jette sur moi pour m'arracher ma robe, hein. Non, 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 c'est toujours très, très bienveillant, très poli ou alors un petit coup d'œil. Les gens qui vont me croiser, qui vont m'avoir reconnu, tic, un petit coup d'œil, ça va, ouais, Clin d'œil voilà. aussi, ouais, d'accord. Donc aujourd'hui, tu fais encore de la télé? Oui, Donc tu continues toutes les oui, oui. activités qu'on a citées là, ouais, d'accord. Alors, je continue toutes les activités, mais en ce qui concerne la télévision, je ne peux plus, du fait de mon statut de professeur, travailler dans le domaine du divertissement. Donc actuellement, toutes les émissions que je peux faire sont des émissions, donc soit pour les grandes chaînes ou notamment le câble. Je pense par exemple à Channel A ou bien Chosen TV, hein, ce sont des grosses chaînes qui ont été mises en place par les chaebols, qui sont extrêmement dynamiques, qui proposent donc des programmes un petit peu plus d'avant-garde que les grandes chaînes qui sont un peu plus, on va dire, traditionnelles. Mais pour mon cas, essentiellement des programmes qui peuvent concerner donc ce sont des sujets imposés, hein, par l'université, donc l'éducation, la multiculturalité, les femmes, l'éducation, je l'ai cité, l'art de vivre, la cuisine, la gastronomie, la culture. Tout ça, j'ai le droit de faire. Plus de divertissement. Donc plus de sitcom, plus de mais bon, maintenant, de toute façon, il y a quand même 25 ans de télévision, j'arrive à j'ai horreur de parler de ce sujet, mais j'arrive à un certain âge, donc bon, maintenant le divertissement, c'est bon, je pense avoir assez donné et puis c'est pas ce qui me vient tout de suite, non. Par contre, oui, c'est vrai que la télévision me plaît énormément. J'aime beaucoup, animer, découvrir des choses et c'est surtout grâce à la télévision, j'ai appris tellement de choses, c'est passionnant, donc Et tu as je pas pensé continue ces activités. justement à arrêter la carrière de professeur maintenant que la crise, j'ai envie de dire, est retombée autour des histoires de divorce? Tu as pas pensé à arrêter complètement l'enseignement pour te lancer plus Alors à fond dans la télé? donc je l'avais déjà fait. J'ai déjà fait en 2000 alors attendez que je ne dise pas de bêtises, d 97, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai arrêté donc les cours, j'étais professeure à Yonsei, enfin j'étais maître auxiliaire, hein, donc hem, chargée de cours donc à l'université Yonsei à l'époque et j'avais tout arrêté pour ne me consacrer qu'à la télévision. Mais l'expérience a montré qu'il n'est jamais bon de tout tabler De sur mettre un seul sujet. tous ses œufs dans le même panier. Donc donc ça me convient très, très bien parce que donc j'aime beaucoup déjà l'enseignement, tout ça, faire passer des choses. En plus, là, je travaille avec des jeunes femmes, des jeunes filles, j'aime beaucoup ce milieu, c'est posé, ça j'aime bien. Ensuite, ça me permet de continuer à travailler, dans les médias, donc ça me va très, très bien. Je continue mes activités à la chambre de commerce. En fait, c'est un joyeux triangle, hein, je veux dire, tout ça, ça se toutes mes activités, s'épaulent les unes les autres et puis être professeur en Corée, ça donne une certaine aura et puis ça me laisse même le temps d'écrire des livres, vous voyez? Donc tout ça, c'est des choses que j'aime énormément. Pour l'heure, non. Pour le moment, non. Pour le moment, statu quo, je continue mes activités dans l'état, voilà. D'accord. Au passage, moi, je te tutoie depuis le début et toi, tu me tu me Ah vouvoies, non, non, beaucoup. oh pardon, pardon, non, non. Je te le dis Non, 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 je entre dis ça te va bien parce que du coup, oui, je savais plus. Le tutoiement te convient, hein? C'est ce qu'on avait oui, dit? oui, le tutoiement me convient tout à fait. Non, mais quand je OK. dis vous, c'est bon, vous peut-être, vous tous les gens là qui nous Ah écoutez, pensez d'accord. que OK, voilà, OK, OK. c'était dans OK, cet très bien. esprit-là Oui, non, je plutôt. savais pas justement. Au début, c'est ce que je me suis dit, Non, non, puis non, non. j'étais pas sûr, donc c'était juste Non, 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 non. pour être sûr. D'accord. Donc justement, oui, l'activité suivante, dont on n'a pas encore parlé, ce sont les livres. Tu dis, tu as écrit 9 Mmh. livres, c'est ça? Absolument, oui, voilà. Donc bon, il y a eu pas mal d'ouvrages. Alors, le tout premier, c'est pareil, j'avais été démarchée en fait par, une société d'édition coréenne qui voulait que je raconte ma vie. Je C'était au tout début de ma carrière et qui voulait que je raconte en quelque sorte, l'histoire de ma vie. Mais bon, j'avais à l'époque, 25 ans quoi. On raconte pas ses mé on n'écrit pas ses mémoires à 25 ans. Mais si, ils voulaient savoir, ils voulaient que j'explique aux Coréens d'où je venais, qui j'étais, parce que ça restait quelque chose pour eux, vous comprenez? Les gens avaient beaucoup de mal à comprendre comment on peut venir à 20 ans et quelques en venant de France. À chaque fois, ils me disaient: «Mais pourquoi vous avez quitté la France?» Alors je leur disais: «Mais j'ai pas quitté la France,
j'adore la France, j'adore le fait d'être française, mais il se trouve que le cœur de mes études a toujours concerné l'Asie. Je me suis spécialisée sur la Corée dans le cadre de ma maîtrise. Donc, c'était un cheminement logique et normal. En venant en Corée, je n'ai pas abandonné la France, non, au secours, non. Et puis, j'ai toujours été très fière d'être française. J'ai fait énormément de choses pour la culture française et l'image de la France en Corée. Donc, que nenni, non, j'ai jamais. Mais ça bloquait les gens. Donc, on me disait, mais racontez-le dans un livre. C'est quoi votre cheminement? Vous venez d'où? Que fait votre père? Que fait votre mère? Là encore, c'est très coréen. On veut connaître d'où vous venez, on veut connaître votre bulle sociale, vos parents, votre histoire, pour savoir si… Oui, c'est très, très, très coréen. Donc, je me suis livrée au jeu de manière très complaisante. Donc, voilà, j'ai expliqué tout ça dans un livre. Et ça coïncidait avec juste avant de tomber enceinte. Donc, voilà, l'avènement, c'était que je m'étais mariée avec un Coréen et qu'on allait fonder une famille. Et tout était bien, dans le meilleur des mondes. Et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. C'était un peu la fin du livre. Et puis ensuite, le deuxième a concerné l'éducation. Alors là Alors, encore, juste sur le premier, parce que tu l'as écrit, finalement, c'est un livre en oui, coréen. C'est un livre en coréen c'est que un tu as livre écrit. donc en coréen qui s'appelle Bonjour Yobong, Sarangeyo. Alors, c'est un livre qui reprenait le titre de la sitcom qui m'a fait connaître au public coréen. Et Sarangeyo, donc je t'aime en coréen, voilà, bim. Et c'était effectivement, tous mes livres sont là, donc c'est un podcast, je ne peux pas vous les montrer, mais donc effectivement, je l'ai là. C'est un livre qui date, mais vous pouvez le retrouver en cherchant sur Never. Il doit être encore distribué, je pense, plus édité, mais certainement encore. D'accord, je mettrai le lien dans la description du podcast, mais ça veut dire que déjà, donc à 25 ans, tu étais capable d'écrire un livre en coréen. Non, 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 Ah non, 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 pas avant. Maintenant, oui. Maintenant, oui, mais d'accord. sincèrement, et maintenant, oui, avec mes connaissances coréennes, tout en me Ouais, faisant relire par un natif, parce que quand même, normal. j'aime beaucoup écrire, mais je dois avouer que pour certains effets de style, il est quand même judicieux de se faire relire par un natif. Mais à l'époque, non. J'avais travaillé en fait avec une personne qui m'interviewait à l'âge de 25 ans. Le livre est sorti en coréen, je n'ai pas écrit en coréen du tout, hein. D'accord, d'accord. Non, 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 non. J'avais des interviews régulières en coréen avec une personne qui prenait des notes et qui me bombardait. On se faisait des heures et des heures d'interviews et qui écrivait tout et qui, elle, a mis ça en forme. Voilà. Le premier, c'était ça. D'accord. Après, non. Après, non. Donc, tous les livres qui ont suivi ensuite, donc l'éducation, il y avait des textes que j'avais écrits. Là aussi, il y avait des interviews. Donc, comme j'avais fait énormément de télévision sur l'éducation de mes enfants, ma maternité en Corée, tout ce qui m'avait surprise, tout ce qu'on fait en France, qu'on ne fait pas en Corée, l'allaitement, pourquoi j'avais décidé d'allaiter, pourquoi j'avais décidé d'accoucher par voie basse et pas une opération comme à l'époque c'était très à la mode. Donc toutes ces choses de femmes, des choses culturelles sur ce domaine-là. Et donc c'est un livre qui avait énormément marché. Donc à chaque fois qu'un livre sortait, il y avait énormément de conférences à faire après relatives à chaque ouvrage, chaque Ouais. thématique. Et donc c'est pour ça que j'ai toujours été super occupée après chaque publication de livre. Et puis après, donc il y a eu donc un livre de cuisine aussi, donc toutes mes recettes françaises, la cuisine de ma mémé, les recettes de ma mère, moi mes recettes à moi, les recettes coréennes que j'avais un peu twistées avec des petites choses françaises. Donc un livre de cuisine, voilà. Et il y a eu aussi un livre sur la fête, parce que j'avais repris des cours pour des cours d'œnologie, parce que comme on me posait aussi beaucoup de questions sur le vin, j'avais le temps d'un été, je suis retournée à Bordeaux pour faire un stage d'œnologie D'accord. au sein du CIVB. Donc, il a fallu mettre les moyens. Et puis, j'aimais bien aussi faire des fêtes. On faisait énormément de fêtes à la maison, à la française. Et donc, pour de la déco, comme j'habitais juste à côté du marché aux fleurs, j'allais souvent au marché aux fleurs. Donc là encore, j'ai passé une sorte de diplôme en art floral, la déco à la maison et la déco de table, pour bien faire les choses, parce que tout ça, après, c'était médiatisé. Donc, c'était pas au petit bonheur la chance, un truc bancal qu'il fallait faire en 5 minutes, il fallait faire des belles choses qui puissent être médiatisées dans les règles de l'art. Donc, à chaque fois, il fallait repasser par la case école, la case validation académique, et puis après opérer, quoi. Donc, livre sur la fête, il y a eu aussi, Ah oui. avec les apéros à la française, les grandes fêtes à la française, les fêtes thématiques, avec des photos de fêtes que j'avais fait chez moi, etc. Alors ça, c'est un ouvrage qui avait très bien marché, notamment la partie vin. Et on m'a donc demandé pourquoi vous ne sortez pas un livre sur le vin. Donc, comme j'étais passée par la case CIVB, que j'avais quelques notions d'œnologie, je me suis aussi lancée dans la rédaction d'un livre sur le vin au féminin un peu, avec donc ce que moi j'en avais compris du vin, et puis toute une partie donc conseils de bouteilles qu'on pouvait trouver en Corée et
conseils en matière d'accords mets vins avec la gastronomie locale. Ce n'est pas Mhm. chose facile, évidemment. Donc, pourquoi tel accord? Pourquoi? Quelles sont les raisons? Il y a des raisons logiques, hein, ce n'est pas à Bilo, on décide tel vin avec tel plat. Et pourquoi pas autre chose? Parce que là encore, il y a des explications logiques. Donc, ce livre avait plutôt bien marché. Et d'autres livres après, bon, plutôt donc des contributions aussi à des livres sur, par exemple, l'image de la mère, de ce que la relation que j'avais pu avoir moi avec ma mère. Voilà, bon, donc des contributions aussi diverses à divers ouvrages. Et voilà. Donc j'ai sorti aussi donc dans l'entrefaite Ida au pays du matin calme aux éditions Lattès en 2006. Donc ça en Donc français, un pour un livre public en français. français, c'était le premier en français qui reprenait un peu cette découverte de la Corée, tout ce qui m'était arrivé. Donc ce livre chez Lattès a plutôt bien marché, quand bien même la Corée à l'époque n'était pas super bien connue comme maintenant, quoi. C'était un peu d'avant-garde à l'époque. Oui, tu allais faire Et une promo en France. Comment ça s'est passé tu allais lancer le livre en absolument, France? absolument, oui. J'ai fait une promotion à cette époque-là. Et puis, ça coïncide aussi à l'époque au prix que j'avais pu recevoir d'une association qui s'appelle Femmes 3000. J'avais eu donc le prix de l'image de la France en Asie, qui a été remis au Sénat donc, par le sénateur, les députés qui représentaient les Français à l'époque. Donc, on était allé au Sénat pour cette grande cérémonie. Et donc, c'était cette époque-là où ce livre sortait. Il y avait eu quelques télés, vous pourrez les retrouver sur Internet, je pense, sans problème aucun. Et Là, on est le en livre a quelle été année? traduit en coréen. On est en quelle année, Donc, pardon? ça, c'est 2006. 2006, ouais, d'accord. Sortie du livre, ouais, 2006. Et donc, ensuite, ce livre a été traduit en coréen. Donc, là encore, Ok, à nous. Alors, c'est juste avant mon divorce, 2006. Le divorce a explosé en 2009. Donc, on avait d'accord. mon deuxième était né et on avait quelques problèmes. Et bon, je me disais qu'avec le temps, les problèmes s'émousseraient. Et puis, en fait, non, 3 ans plus tard, bim, implosion. Et, euh, et voilà. Donc, le dernier, c'est Corée à cœur, aux éditions de l'Atelier des Cahiers. Alors, je suis très contente en fait de faire ce podcast parce qu'il va être réédité. Youpi, je suis ravie. Donc, il va y avoir une réédition très prochainement. Donc là, on va mettre à jour les chiffres parce que, bon, par exemple, le taux de natalité en Corée continue à tomber de manière assez impressionnante. Et donc, on va faire un petit réajustement pour tous ces petits chiffres-là, les petites données qui ont évolué, les lois qui sont passées. Et puis, donc voilà, c'est mon dernier bébé, Corée à cœur. C'est quoi le pitch Et, de Corée à cœur? alors, Corée à cœur, eh bien, c'est un peu la suite d'Ida au pays du matin calme, si je puis dire. Ouais. Ça commence par cette terrible conférence de presse qui annonce mon divorce, cette Mhm. séquence lunaire où je rentre dans une pièce pleine de journalistes qui me photographient et que moi je suis en pleurs et qu'il faut que je viens de savoir qu'on a été paparazzi, je viens de savoir qu'on est partout sur les réseaux sociaux et sur les informations et je dois expliquer pourquoi je demande le divorce et que je sais que mes enfants sont à l'école et qu'il faut vite que j'aille les rechercher parce que mon mari qui découvre que je demande le divorce, effectivement, va peut-être… Vous imaginez et je fais Oui, ça et à chaque fois on me pose des c'est à questions l'antenne, ouais, et… d'accord. Ok. Ah non, mais et vous allez trouver encore ces photos où je suis en pleurs. C'est terrible. Ça m'a traumatisée, hein, cet épisode. Hein. Et donc, dès que je monte le mouchoir, vous avez des salves de flash. Là, vous dites, mais quoi? Mais j'ai tué personne. Il s'agit juste d'un divorce, quoi. Ayez pitié de la situation. Et donc, avec tout plein de micros devant, là, comme si j'allais… Vous comprenez? C'est vraiment mais Ouais. extrêmement flippant comme séquence. Donc le bouquin commence là-dessus, mais après, Le bouquin commence là-dessus, et donc après, j'explique la suite. Parce que Ida au pays du matin calme, quand vous finissez le livre, vous dites, bon, ben, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. ouais. Et puis, bim, soudain, divorce. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, j'explique un tant soit peu. Je parle du divorce, du chemin de croix que ça a été pour sortir de cette tourmente. Et puis ensuite, de ma vie ensuite. Sauf que il y a quand même plus de 10 ans de vie entre les deux ouvrages, d'autant plus de maturité, un nouveau regard sur la Corée. Quand j'ai écrit Ida au pays du matin calme, j'avais, donc en 2006, j'avais 30 et quelques, hein, j'avais 35, 30. Là, j'avais beaucoup plus de maturité, la quarantaine était passée, vous voyez les choses différemment, et j'avais envie de faire partager cette expérience, en fait. Comment j'avais vécu la Corée, tout ce qui a pu me plaire, certes, mais tout ce qui m'a blessée, tout ce qui a été très difficile. Et pourquoi ça l'a été? Et pourquoi la Corée réagit comme ça? Parce qu'aujourd'hui,
avec 30 ans de Corée, j'ai les moyens de dire, bon, ok, ça a été super dur, j'ai été victime de racisme. Oui, je vous explique pourquoi. Parce que voilà d'où revient la Corée, voilà leur vision de la chose, donc voilà pourquoi ils ont réagi comme ça. Vous comprenez? Et je voulais pas sortir ce livre juste au moment du divorce, parce que ça a été tellement compliqué que c'eût été chargé de pathos, de rage, d'angoisse. Vous comprenez? Je crois que c'est l'une des périodes, oui, c'est la pire période de ma vie, on va dire, ce divorce. Mais 10 ans plus tard, j'avais digéré, donc le calme était revenu dans ma vie, j'avais largement rebondi, je travaille toujours autant, la Corée, les Coréens m'embrassent toujours dans la rue, donc je suis revenue en grâce, si je puis dire. Et puis le fait, vous savez, le temps, ça aide toujours énormément le temps. Et moi, je suis toujours là. Donc le père de mes enfants, il a disparu du scope. Quand bien même, il y a eu quelques rumeurs dont je vous parlais tout à l'heure, mais bon. Moi, je suis toujours là à la barre. Mes 2 garçons, maintenant, sont dans leurs études supérieures. L'aîné est au service militaire, il marche droit. Ils sont bons comme le pain blanc et gentils et éduqués. Ils parlent les langues, ils sont polis, respectueux. Et ça, c'est la meilleure des preuves. Et alors ça, pour ça, les Coréens, aujourd'hui, je suis Saint-Ida presque. Donc tu es apaisé, donc tu as pu faire le livre qui est sorti. Donc, je pouvais, voilà. La première édition est sortie en quelle année? Elle est sortie en février 2019. Et donc là, on va être réédité. Et donc, ça concerne effectivement ma vie personnelle, mais aussi tous ces sujets de société dont je pouvais parler de manière éclairée en Corée. Donc, ça commence par le divorce, mais ce n'est pas un ouvrage sur le divorce. Vous avez ma vie en filigrane à travers tous les sujets traités. Donc, je parle aussi énormément d'éducation, en éduquant mes 2 garçons, de multiculturalité. On est une famille multiculturelle, encore aujourd'hui, de 6. J'explique un petit peu je veux dire, ce qu'est être un étranger en Corée. Même une pièce rapportée comme moi, même des Coréens nés en Corée d'horizon multiculturel comme mes enfants. Donc, je parle de tout ça. Je parle donc aussi d'immigration, bien sûr. Je parle des femmes. J'en suis une. Donc, une femme, une immigrée, une étrangère, une divorcée. J'ai été pendant longtemps une mère célibataire. D'accord? Ça a été extrêmement compliqué. Je suis aujourd'hui donc une femme remariée. Bon, donc une femme, j'ai été une femme de 20 ans, de 30 ans, de 40 ans et d'aujourd'hui, bon, je vous le dis, 50 ans en Corée. Et donc, du coup, j'avais pas mal de choses à dire sur les femmes et sur la femme coréenne. Je travaille avec des jeunes femmes tous les jours. Donc, ouais, il y a énormément de choses à dire, à faire. Et le sujet des femmes est en pleine évolution. S'il y a bien un sujet qui a énormément évolué en Corée, c'est bien le sujet des femmes. Donc, il y avait matière à faire une large partie. J'ai aussi parlé de sentiments, d'amour, de sexe aussi, donc dans l'une des parties, et une grosse partie aussi sur la démographie, en l'occurrence la manière dont je vois la jeunesse coréenne, parce que moi, la jeunesse coréenne, je l'ai rencontrée, je faisais partie d'eux, j'étais vingtenaire aussi, et elle s'est battue pour la démocratie. Moi, je l'ai vue défiler dans la rue, s'immoler par le feu pour obtenir des changements de loi, je les ai vus. Et aujourd'hui, ces gens, ils ont 40 ans, ils ont 50 ans comme moi, et là, j'ai affaire à leurs enfants, et je vois les jeunes sur les réseaux sociaux, une autre génération, un autre comportement. Alors ça, c'est passionnant. Et puis aussi, je vois les anciens. Donc les anciens, les Coréens d'un certain âge, qui eux ont tout donné pour le pays. Parce que la Corée revient de très très loin. Hein. Il y a 70 ans, la Corée, c'était un pays sous-développé, exsangue à la fin de la guerre, à la fin des guerres, on va dire. Hein. Et aujourd'hui, c'est la 10e puissance économique mondiale, c'est le pays qu'on connaît, mais il y a eu de la sueur, il y a eu de l'huile de coude, il y a eu du sang et des larmes. Et la génération qui a réalisé ce miracle, elle était au boulot. Et maintenant, elle arrive à l'âge de la retraite et c'est super compliqué pour eux. Donc, j'ai aussi parlé de cette génération-là. Voilà. Donc, vous avez mon expérience en filigrane et tous ces gros sujets-là qui permettent de découvrir la Corée des années 90 à peu près jusqu'à nos jours. C'est un essai. Donc, il y a énormément d'histoires personnelles, certes, beaucoup d'anecdotes en relation avec les sujets traités, mais aussi énormément de données sociologiques, des chiffres, pour étayer mes dires. Je ne pouvais pas vous faire un ouvrage essentiellement, objectif, dénudé de toute donnée solide. Il me fallait un tant soit peu de recherche pour étayer mes dires. Donc, c'est chose faite et c'est Corée à cœur, voilà, qui va être édité bientôt. Voilà. D'accord, donc une étude de la société coréenne à travers ton prisme, ton expérience, mais qui s'appuie aussi sur des données, c'est intéressant. Et justement, quand tu dis que cette génération qui s'est un peu sacrifiée pour faire de la Corée ce qu'elle est aujourd'hui, tu dis que cette génération aujourd'hui, elle est dans une situation difficile. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu pourquoi?
Alors, bon, pas tous, mais disons les anciens. Les Ouais, anciens qui aujourd'hui arrivent à l'âge de la retraite sont finalement les premiers à avoir une retraite digne de ce nom. Parce que le système de retraite en Corée, il est ultra récent. ouais. Avant, c'était la tradition de la grande famille. Donc, bon, bah, on donnait tout ce qu'on avait aux enfants. Et puis, une fois qu'on était vieux, bah, les enfants nous prenaient à la maison et puis s'occupaient de leurs parents. La grande famille a depuis explosé en plein vol. On a maintenant énormément de familles nucléaires et énormément, notamment sur Séoul, de foyers solo, des gens qui vivent tout seuls, Ouais. d'accord? Donc maintenant, vivre avec ses vieux parents, et cetera, ça n'existe plus. Donc le système avait prévu la chose, l'État a mis un système de retraite en place. Donc les gens qui aujourd'hui arrivent à l'âge de la retraite ont une retraite, mais qui reste, je ne vais pas dire anecdotique, mais pas suffisante pour bien vivre. Donc nombreux sont les personnes âgées arrivant à l'âge de la retraite qui, s'ils n'ont que ça, sont aujourd'hui paupérisés, sont sous le seuil de pauvreté et sont obligés de faire encore des petits boulots, ramasser des cartons, vendre 3 racines et 2 tomates pour pouvoir subsister. S'ils n'ont pas un certain appui financier de la part de leurs enfants, s'ils n'ont pas prévu une mutuelle de plus pour la retraite ou une assurance vie, voilà, il y a une partie de la population et une large partie de la population qui est dans cette situation. D'accord. Ensuite, vous avez aussi des gens qui, au contraire, ont réussi à tirer leur épingle du jeu, ont monté en grade et ont réussi à se composer un petit pécule et qui arrivent à l'âge de la retraite relativement riches, sont les nouveaux riches et qui s'achètent une belle maison à la campagne et ne savent pas trop comment jouir de leur argent parce qu'en fait, c'est les premiers Coréens à arriver à l'âge de la retraite et à pouvoir en jouir. Alors, ils ont le temps, ils ont l'argent, ils sont une puissance économique non négligeable dans la Corée d'aujourd'hui parce que tous les gens que vous voyez dépenser dans la rue sont souvent les jeunes, mais l'argent, il est dans l'escarcelle des quadra, quinquas, sexas, septuagénaires. Oui. Et les gens à la retraite aujourd'hui qui ont une certaine manne financière ont de l'argent. Voilà. Donc, eux soutiennent actuellement énormément aussi les tanguis de la société coréenne, parce qu'on a aussi ce problème en Corée actuellement. On a pas mal de tanguis qui restent à domicile parce que les parents ont de l'argent. Voilà, voilà. Donc, on a vraiment cette population qui arrive à l'âge de la retraite qui se scinde un peu en deux parties. Une partie où c'est très compliqué, paupérisé, extrêmement solitaire, solo, parce que voilà, qui est resté sur le bord de la route, qui n'avait pas vu venir les choses. Et une autre partie qui s'en est bien tirée et qui arrivent enfin à pouvoir jouir de la vie et sont finalement les premiers de Corée, quoi. D'accord, très bien, intéressant. Une question que je me posais par rapport à tes livres, puisque, comme tu le disais, ça fait 31 ans que tu es là, tu es une célébrité en Corée, beaucoup moins en France, j'ai envie de dire, toute Oui, proportion gardée. J'ai bah, même excepté en Normandie, hein, excepté en Normandie d'où je suis. Tu vois ce que Très je veux fière dire? d'être normande. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que Oui, ta bien sûr. carrière est ici en Corée. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'il y a une page Wikipédia à ton nom en anglais. Il y en a une en coréen, mais il n'y en a pas en français. Donc, la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que tu t'intéresses au marché français? Pourquoi est-ce que tu publies des livres en français? Pour témoigner de cette expérience, pour aussi montrer ce qu'est la Corée aujourd'hui. Avec le temps, c'est quand même devenu mon pays de cœur aussi, hein. Je me considère totalement comme binationale, je me considère comme franco-coréenne. La France, j'y suis née, j'y ai vécu plus de 20 ans et donc je suis fière d'être française et j'adore ce pays. Et j'adore tout autant la Corée qui est devenue mon pays de cœur, le pays où sont nés mes enfants et avec tout ce que ça comporte, hein. Il y a des choses que je reproche aussi à la France et des choses que je reproche à la Corée, hein. On n'est pas au pays des bisounours non plus, mais je veux dire, je me sens clairement franco-coréenne, fière de l'être. Et pourquoi parler de la Corée à la France? Parce que pendant des années, la Corée était méconnue en France. Moi, quand ma mère m'envoyait des paquets à la poste, des colis, des choses comme ça qui venaient de France, on me demandait quoi? En Corée? Laquelle? En Corée du Nord ou en Corée du Sud? Donc au début, c'était bon. Puis c'est où d'ailleurs la Corée? C'est où? On voyait pas trop sur la carte Oui, où c'était. Mais ça va, elle arrive à vivre, hein. Bon, alors il y a encore des gens qui se souviennent que la Corée, c'était un pays jusque dans les années 80, hein, jusqu'à la 87, des pays donc un petit peu autoritaires. Donc on pense que je suis dans une espèce de pays, voyez, qui ressemble à la Corée du Nord, autoritaire, où je ne peux pas vivre librement. Et donc, j'avais vraiment envie de montrer, non, ce que j'ai vécu en Corée, tout un tas de belles choses, bonnes choses, tout ce qui me plaît aussi. Il y a des tas de choses que j'apprécie énormément en Corée, qu'on n'a pas en France. Donc, j'avais envie de faire le portrait de cette Corée que j'aime tant, d'une part. Ensuite, raconter mon expérience, parce que techniquement, je suis arrivée en Corée en tant que quidam absolue. Je ne suis pas la fille de qui que ce soit, je n'ai pas été pistonnée par je ne sais qui, voilà.
Et puis, j'ai réussi à devenir, entre guillemets, quelqu'un, si je puis dire, ici. Mais donc voilà. Et puis pour montrer le profil qu'ont les Coréens. Je les trouve quelque part dans leur réaction parfois très, très latins. Et souvent, on se méprend sur l'Asie de loin en Occident, du oh, les Asiatiques sont pas un peu froids, un peu compliqués à comprendre, on ne sait pas trop ce qu'ils sentent, ce qu'ils disent. Et je trouve en ce sens les Coréens très, très latins, parce que du coup, quand ils sont pas contents, on sait très bien qu'ils sont pas contents, ça se voit tout de suite. Quand ils sont ravis, ils sont capables de rire à gorge déployée et puis de le montrer avec le hum, le fameux hum. Et quand ils sont en colère, ça aussi vous le sentez passer certainement, et puis leur tristesse aussi, capable de pleurer à chaudes larmes. Ouais, très, très latin dans leur réaction, sentimentale. Et oui, c'est des choses que j'avais envie de partager. Donc voilà, oui, Voilà. Voilà, partager avec les Français, faire connaître, et ça marche. Les Français s'intéressent à la Corée, tu penses, de absolument. plus en plus? Ouais, ouais, De plus c'est un fait. ouais, En l'occurrence, la Corée, dans les années 90, personne ne savait vraiment où c'était, ce que c'était. ouais. Regardez aujourd'hui, c'est la première destination des étudiants français qui se dirigent vers l'Asie. C'est un fait. D'accord. Donc Mhm. actuellement, on est en plein Covid, donc c'est un peu plus compliqué. Mais quand la pandémie arrivera à son terme, je pense qu'ils vont revenir en masse. Et oui, ça intéresse. Parce que c'est une société extrêmement dynamique, bon, avec ses limites. Attention, hein, c'est pas le paradis. Hein, je ne vous parle pas d'un Eldorado. Attention, il faut bien garder en tête un certain bémol. Hein, C'est clair. mais oui, c'est vrai que c'est une société fascinante, passionnante. Et quand on arrive ici à 20 ans, mais c'est palpitant, quoi. Donc oui, de plus en plus, on arrive à faire connaître la Corée, plus la K-pop qui participe au fait, quand bien même ça donne aussi une certaine idée un peu biaisée de ce qu'est vraiment la Corée. Donc ça me bug aussi. Alors c'est à la fois bien parce que enfin les feux des projecteurs sont sur ce grand petit pays, mais dommage aussi parce que ça laisse miroiter une certaine image des hommes coréens un peu biaisés, on va dire. Et puis oui, de la société coréenne, les dramas aussi. Alors, les dramas, c'est passionnant. Alors, j'en regarde quelques-uns. Ça aussi, actuellement, c'est un énorme succès aussi à l'étranger, donc ça participe à faire connaître la Corée. Et puis, c'est quand même une certaine puissance économique. Hein. Oui. La Corée et la France sont partenaires économiques. La Corée et l'Europe sont grands partenaires économiques. Il y a énormément donc d'investissements qui vont et viennent des deux côtés. Donc, il y a matière à partager, bien sûr. Bien sûr. C'est pour ça que je mets toujours énormément de passion et de verve pour, oui, pour décrire ce pays que j'aime tant à mon pays de naissance. Et puis aussi, dans le feu de l'action, si l'occasion m'en est donnée, de parler par exemple de ma Normandie natale aux Coréens qui eux aussi ne demandent qu'à découvrir la France et ses régions. Et la Normandie est une belle région. Clairement. Ce que je trouve remarquable, là, depuis qu'on parle, c'est que je me rends compte depuis qu'on parle, puisqu'on ne se connaissait pas avant, c'est que tu es à la fois la française, peut-être même l'étrangère la plus intégrée en Corée, hein, c'est-à-dire que tu parles la langue, tu as la nationalité, les gens te connaissent, etc. Mais tu es aussi restée très, très française, hein. Là, je pourrais avoir l'impression d'être en train de parler à une Française à Paris ou en Normandie. Comment est-ce que tu fais pour et en général, c'est rare quand on a soit des étrangers qui s'intègrent beaucoup et qui oublient un petit peu leur pays d'origine, c'était d'ailleurs un petit peu aussi le sens de ma question précédente, ou alors des étrangers qui restent très sur leur pays à eux et qui finalement ne s'intègrent pas dans le pays d'accueil. Comment est-ce que tu fais, toi, pour arriver à rester à la fois, en étant devenue à la fois très coréenne, pour rester aussi très française comme ça? La sincérité. Alors, vous allez me dire, oh, trop fort, trop fort. La sincérité, sincèrement. J'ai pas l'impression de m'être transformée en quoi que ce soit. Je vois bien que j'ai évolué, que je suis peut-être, que j'ai que j'ai certaines réactions d'Asiates, des réactions coréennes quelquefois quand je suis en France, je le vois. Mais je vois bien en Corée que j'ai aussi un comportement très français, c'est vrai. Mais je suis restée moi quand je suis arrivée ici, que l'occasion m'a été donnée d'obtenir la nationalité coréenne, j'ai appris la langue, j'ai eu mes enfants ici. J'ai jamais eu aucune volonté de me transformer en coréenne. Si tu étais 20, je pense, à quoi bon? Pourquoi? Ça ne veut rien dire. Je pense que le secret, il est dans l'adaptation. Mais Vous comprenez? oui, Le roseau qui plie au vent, mais quoi. c'est pas dans ce sens-là que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que c'est difficile de garder le contact. Je comprends la partie sincérité. C'est vrai que c'est important de à la fois s'adapter à son pays d'accueil tout en restant soi-même. Mais c'est difficile de garder le contact avec la France, avec les médias Non, français, avec l'actualité française. mais Non?
Non, pas du tout, pas du tout. Vous aurez remarqué que j'ai un caractère assez bavard. Je suis C'est assez vrai, loquace c'est vrai. et donc je lis énormément, je communique énormément. Mon travail, c'est la communication, d'accord? Donc je parle énormément. Donc à la maison, là, j'ai toujours énormément, je vous ai parlé de mes fêtes tout à l'heure. J'ai énormément d'amis. J'ai beaucoup d'amis coréens, beaucoup d'amis français. Je suis toujours restée très, très proche de la communauté française avec la chambre de commerce franco-coréenne, Oui, bien sûr, avec les associations, des, francophones de Corée et autres AFC et autres Séoul Accueil. J'ai été consultante par le passé dans le domaine de l'immobilier, donc c'est extrêmement humain tout ça. Donc des Français, ouais. j'ai toujours rencontré tout plein de Français, fait des fêtes avec les gens, invité les gens à l'apéro et été invitée. J'ai énormément d'amis avec lesquels on est allé au bain, on a fait des tas de choses. C'est du partage tout ça. C'est pour ça que je vous parlais de la sincérité, mais oui, ça. Et je fais la même chose avec mes amis coréens, avec la Corée. La Corée, je l'ai sillonnée de long en large en travers grâce à la télévision. Je connais certaines recettes traditionnelles. J'ai rencontré des petites mamies au fin fond de la Corée qui m'ont montré comment faire de la caillebotte, qui m'ont montré comment faire du doenjang. On a fait du kimchi ensemble. Donc, ça crée des liens, vous comprenez? J'ai toujours fait ça dans les 2 communautés et j'adore découvrir toutes ces choses. Je suis d'un tempérament extrêmement curieux. Donc, je pense que non, c'était vital pour communiquer, pour continuer à avancer et à apprendre, que de garder ces liens avec tant la France que la Corée, tant les Coréens que les Français. Et puis mes enfants, je leur ai toujours parlé français. Je voulais absolument qu'ils apprennent le coréen, donc je les ai bousculés aussi pour qu'ils aient des cours en coréen, qu'ils continuent à garder ce lien très important. J'ai autant d'amis français que coréens. Je pense que c'est ça qui nous a maintenus entre les 2 communautés. Et je pense que c'est le secret de la longévité locale. C'est la longévité en toute sphère, l'intégration. Vous comprenez? Je n'aurais pas J'avais pas envie de me fondre en quelqu'un que je ne suis pas, à savoir, prendre un nom coréen, ne vivre qu'en coréen, ne parler que coréen, ne manger que coréen. C'était vain et stupide, je vois pas à quoi ça rime. Je suis Ida, née en Normandie, fille de Jacques et Marie Noël, non, non, j'allais pas m'oublier non plus, mais je peux pas non plus renier tout ce que j'ai appris, tout ce que je suis devenue aussi en Corée. Donc je suis aussi, quelque part, Sohena, voilà, donc mère de Youjin et Taejin, donc oui. Oui, ouais, mais moi, je trouve ça assez remarquable d'arriver à garder vraiment les deux personnalités de manière aussi forte et de manière aussi engagée. Ah, Euh, mais c'est la même, hein, c'est la même personnalité, hein. Elle est juste en 2 langues, c'est tout. voilà, c'est ça que je trouve remarquable. Très bien. Oui, un autre sujet que je voulais aborder, c'était ton engagement avec les Bad Fathers. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Ah oui, effectivement, ça a fait l'objet de pas mal de presse, et Mhm, alors j'en parlais je commençais à parler de ce sujet-là, en fait, dans mon livre, dans Corée à cœur. Quand j'ai rendu le manuscrit, donc c'était, fin 2018, il est sorti, début 2019 mhm, et je venais effectivement, de découvrir lors de mes recherches, suite au divorce donc et au traitement du paiement des pensions alimentaires en cas de divorce, je venais de découvrir cette association. Alors, l'association des Bad Fathers, c'est une association non lucrative, bien évidemment, qui a été mhm. mise en place par un Coréen philippin, hein, qui, à l'origine, défendait les copinaux, les Coréens des Philippines, qui étaient nés d'un papa coréen, mais que les papas avaient un peu oublié, abandonné, etc. Donc, il s'était fait un peu le défenseur de la veuve et l'orphelin, si je puis dire, en l'occurrence des femmes divorcées et de leurs enfants aux Philippines. Et là, en Corée, proposait encore le concept, à savoir, en cas de mauvais paiement de pensions éducatives, on ne parle pas des pensions alimentaires dues à la maman, hein, Oui. on parle de pensions éducatives qui doivent être versées aux enfants suite à un divorce, sachant que les enfants sont souvent, pas toujours, mais souvent, confiés à la maman. Quand les enfants sont complètement confiés à la maman, en l'occurrence, il y a une pension alimentaire. Et nombreux étaient les papas qui ne payaient pas cette pension, Ouais, quand bien même loi il y a. Alors, c'est un sujet que je connais bien, parce que moi, j'ai divorcé il y a 11 ans, j'imagine. et la pension alimentaire de mes enfants n'a jamais été payée. Jamais. Et donc, en 2015, la Corée a mis en place une loi pour remédier à ce souci au regard de la loi civile. C'est pas jugé au pénal, c'est jugé au civil. Et donc, le pays, depuis 2015, donnait pro bono des avocats aux parents dans ma situation. Donc, on ne parle pas des familles multiculturelles, hein, toute famille coréenne, Ouais. divorcée,
quand la maman se retrouvait toute seule avec les enfants, avait droit à une pension éducative. Si elle n'était pas payée, elle pouvait solliciter cet organisme qui prenait pro bono, gratuitement, la défense des mamans voilà, qui n'avaient pas les pensions, donc qui ne pouvaient pas récupérer les pensions alimentaires, et donc pour obtenir gain de cause. Sauf que, étant jugé au civil, c'était extrêmement long. Cet organisme utilisait une loi criblée de vides juridiques. Les mauvais payeurs avaient toujours la latitude d'éviter la loi, de changer leur nom de compte, etc., de faire swinger l'argent où on ne pouvait pas aller le trouver. Et en fait, ça ne servait à rien du tout. Existait en plus ce site des Bad Fathers. Donc, le copinot dont je vous parlais tout à l'heure, ce Philippin coréen a mis en place en fait ce site parce que nombreux sont les familles coréennes qui sont venues le solliciter en lui disant « Eh ben voilà, j'ai divorcé, j'ai les enfants, personne ne paye, j'ai sollicité l'organisme gouvernemental qui ne m'emmène nulle part, on n'arrive à rien du tout, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et donc lui prenait, via cette association, jouait un tant soit peu le rôle de paratonnerre en récupérant la photo du mauvais payeur, qu'il mettait sur le site des mauvais payeurs. Alors, le site s'appelle le site des Bad Fathers, les mauvais papas. Mais il faut savoir qu'il y a aussi des mauvaises mamans. Sur le site, il doit y avoir 90% de papas et 10% de mauvais payeurs mamans, quoi. Bref, mettez la photo des mauvais payeurs et leur nom, leur âge, leur adresse, là où ils travaillaient et combien ils devaient. Mais il n'y a pas des lois de diffamation qui sont très, très dures en Justement, Corée? on y vient. Je vous Ah oui, explique ça step by step pour bien comprendre la démarche. d'accord. Donc, diffamation, enfin, en l'occurrence, délation totale. Donc, la honte nationale pour tous ces mauvais payeurs. Et c'était extrêmement litigieux parce que, sachant que, en Corée, comme vous venez de le dire, il existe une loi anti-diffamation assez féroce, assez réactive pour le coup, contrairement à la loi des mauvais payeurs, qui donc aurait pu le faire condamner. Il a été condamné d'ailleurs. Sauf que là, techniquement, il défendait quand même des gens, sans prendre aucune commission, il défendait quand même des gens dans la détresse sociale, Oui. des mamans en grande majorité, avec des enfants en grande majorité, qui ne pouvaient pas recouvrir les pensions alimentaires. Donc, il se faisait un peu le défenseur de, là encore, la veuve et l'orphelin, et pour faire face à une loi qui n'était pas à la hauteur, Oui. pour faire face à une justice, pour le coup, techniquement défaillante. Donc, nombreux sont les avocats, des avocats coréens qui ont défendu ce monsieur pro bono pour qu'il soit blanchi de ces accusations de diffamation pour dire, ben non, mais il a raison, regardez derrière, c'est des vrais gens, c'est des vraies familles, c'est des enfants, et on parle d'1 million d'enfants. Alors, il m'avait contacté, il m'avait envoyé des mots parce qu'il savait très bien que moi non plus, je n'avais pas eu de pension, quand bien même j'avais un jugement, Oui. et j'avais dit, non, écoutez, moi, je vais la jouer légale, moi, il y a eu assez de vagues déjà dans ma vie, je vais solliciter l'organisme gouvernemental et je vais faire ça dans les règles de l'art. 2015, bim, je m'inscris auprès de l'organisme gouvernemental et j'attends. Et j'attends. Et le site des Bad Fathers a été accusé, puis blanchi, non-lieu, appel à nouveau. Alors, notez quand même que ces Bad Fathers n'ont pas l'argent de payer pour payer les pensions éducatives, mais ils ont l'argent pour prendre un avocat pour entamer ces actions en justice là quand même. Ouais. Donc, ça a quand même duré. Et puis moi, l'année dernière, 2020, début de l'année, on m'appelle pour me dire, bon, bah voilà, écoutez, c'est embêtant. Votre affaire, après 5 ans de procédure auprès de l'organisme gouvernemental, ben, comme il a quitté la Corée, il est parti au Vietnam, on va rien pouvoir faire, ça va être classé sans suite. Au secours. Et là, quand bien même j'ai divorcé depuis très longtemps, ça m'a fait un peu mal au ventre. Vous voyez, j'ai quand même pas mal enragé, pleuré aussi, parce que je me suis dit, mais c'est quand même incroyable, quoi. Et comme j'avais parlé un peu du sujet dans mon livre, je savais très bien qu'il y avait pléthore de personnes qui étaient concernées par le sujet. Donc, j'ai contacté le site des Bad Fathers, j'ai contacté les associations pour la défense des droits des femmes et de l'enfant qui m'avaient contacté pendant tout ce temps. J'avais toujours refusé leurs avances. Et j'aurais dit, écoutez, j'ai décidé, j'ai changé d'avis, je vais vous rejoindre. Alors, je savais bien à quoi je m'engageais, parce que si moi, j'allais là-dessus, Oui. même en mettant la photo de mon ex, c'est comme si je mettais la mienne de photo, vous comprenez? Oui, bien sûr. Eh ben, donc, j'ai envoyé le dossier, parce qu'il y a tout un dossier. Hein. Ils mettent pas les photos des gens comme ça. Ils vérifient quand Je veux même. dire, sur une manière. Non, il y a tout un dossier à remplir. Oui, Il vaut faut mieux. Ouais. mettre le jugement. J'avais un gros dossier. Donc, j'ai envoyé le dossier. Et donc, ils m'ont dit d'abord, on va lui demander. D'abord, je vais lui écrire. Parce qu'on a tous ses contacts, hein, mon ex. On va lui écrire, on va lui dire ce qui va lui arriver si jamais il ne paye pas la pension. Donc, à Ego. Donc, il lui a écrit là, au Vietnam. Et il a répondu, mêlez-vous de vos affaires. Ça ne vous regarde pas. Il a dit, bon, bah, donc demain, votre photo, elle sera sur le site. Eh ben, allez-y, faites ça. Voilà.
Donc, le lendemain, c'était sur le site, sauf que là, c'était partout dans la presse. Ida Dossi dénonce son mari mauvais payeur. Et à nouveau, un tour sauf que là, ça faisait mal aux gens parce que là, je leur disais: «Mais écoutez, je ne suis pas en train de vous demander la pitié ni de la compassion pour mon cas personnel. Mon cas personnel, il est quasiment grillé. Il est déjà parti. Mais là, moi, j'ai un fils qui a 24 ans qui doit aller au service militaire l'année prochaine, en l'occurrence cette année, qui doit prendre ses responsabilités vis-à-vis du pays, dans un pays où on a un jugement de divorce et la justice n'a pas tenu sa promesse ni ses responsabilités, et en premier son père, qui est parti au Vietnam, qui n'est pas mort du cancer, qui joue au golf. Et donc oui, je suis désolée, je ne voulais pas encore une fois faire du bruit socialement, mais ça me semblait important de dire les choses parce que derrière, il y a 1 million de petits-enfants qui font les frais de cette situation ubuesque dans la Corée d'aujourd'hui et que c'est insupportable. Alors, je n'ai pas parlé de manière énervée comme ça, j'étais relativement calme, mais bon, Oui, il fallait, puis il y avait des associations qui étaient là, etc. d'accord. On est allé manifester en plein Covid devant le Parlement. Donc, manifester, ça veut dire c'est 3 personnes avec 2 mètres entre chaque personne, avec des pancartes. Je l'ai fait. Hein. Non, mais il fallait s'engager pour la cause, Oui, quoi. oui, je comprends. Dans la Corée d'aujourd'hui, une Corée en plus en mal de bébé, comment voulez-vous faire un bébé dans cette société qui ne protège pas les enfants déjà tout nés, tout grandis, qui traversent, je veux dire, les affres d'un divorce qui ne sont même pas de leur fait. C'est injuste, c'est Oui, et insupportable. puis comme tu l'as dit, la justice est beaucoup plus prompte à agir quand il y a ces histoires de diffamation que pour des Exactement. histoires de pension alimentaire, et ça, c'est dramatique. Donc, Monsieur Co, donc le gérant du site des Bad Fathers, a encore été blanchi en appel, Oui, suite à ces accusations en diffamation. Et miracle, tous les partis étaient d'accord pour faire enfin évoluer cette loi. Alors, il y a eu une télévision sur le sujet le 16 août 2020, où j'ai largement témoigné. Je venais de rentrer de France. Le lendemain, je vous jure, j'avais envie de rentrer sous terre. Vous auriez vu la levée de boucliers, là encore, d'une méchanceté, mais sans nom, oui. avec des gens qui disaient: «Quoi? Quoi? Mais Ida Dossi, elle vient de se remarier, qu'est-ce qu'elle vient encore nous ennuyer avec cette histoire de divorce? Mais qu'elle le laisse tranquille, son pauvre mari!» Des gens qui pensaient que je faisais ça pour ma crèmerie, quoi. Oui, oui. Et, et ça a été assez féroce. Et dire: «Mais ils sont déjà tout élevés, ces enfants, mais qu'est-ce qu'elle vient encore se demander?» Il y a eu un espace de malaise et un coup de projecteur sur l'affaire. Du coup, les politiques s'en sont mêlés. Alors, le premier jour, c'était Ida, sortez-la. Le deuxième jour, c'est: ah oui, mais quand même, il y a un problème. Le troisième jour, c'est: oh, mais quelle horreur! En fait, c'est une héroïne! Et là, miracle, tous les politiques se sont mis d'accord pour faire de cette loi quelque chose d'efficace. Parce qu'effectivement, dans la Corée de 2021, c'est insupportable de voir que des familles font encore les frais de cette situation absolument incroyable, quoi. On demande juste l'application de décisions de justice du Oui, gouvernement coréen en cas de divorce. C'est juste ça qu'on demande. Hein. ouais, ouais. Et donc, il y a une députée qui a émis un projet de loi qui a été voté en décembre dernier, victoire, et qui entrera en vigueur en juillet 2021. Voilà, donc victoire. Donc l'affaire ne sera plus traitée au civil, mais au pénal. Les contrevenants, les mauvais payeurs verront leur permis de conduire annulé, seront dans l'impossibilité de quitter le territoire et de renouveler leur passeport, et n'auront rien à dire en cas de publication de leur visage et de cette accusation sur la place publique. Ouais. Donc, la honte nationale validée par la justice. Et enfin des moyens. Alors bon, je le répète, hélas, dans mon cas, comme moi, il est déjà parti au Vietnam. Bon, il a tué personne non plus, on ne va pas appeler Interpol, donc ça reste un petit peu compliqué. Mais voilà, on a quand même réussi à faire évoluer cette affaire, et c'était un sujet qui me tenait à cœur. C'est pas dans Corée à cœur parce que c'était les prémices. Je venais juste de découvrir les Bad Fathers et je me disais quand même, de la délation sociale, faut-il vraiment en arriver là? Eh bien oui. Et vous voyez que quand même, on est dans un pays de droit parce que bon, bah, même quand on a affaire à une loi un petit peu, on va dire, soit obsolète ou inefficace, eh bien un jour, les gens se posent la question et on arrive à faire un tant soit peu avancer les choses.
Voilà, donc c'est une belle D'accord. victoire. Je suis ravie pour les gens qui en bénéficient. Eh ben oui, bah, félicitations. Et puis c'est vrai que on parle justement du pays de la délation à propos de la Corée, c'est revenu sur le devant de la scène au sujet de la Covid, par exemple, ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que peut-être ce qu'il faut préciser aussi, c'est que c'est un pays où la justice ne fait pas toujours son travail, de la manière dont on souhaiterait, non? Effectivement. Alors justement, à ce titre, au sein de la maison d'édition où j'ai sorti Corée à cœur, l'Atelier des Cahiers, vient de sortir un livre très intéressant justement qui concerne la justice coréenne. Donc, Ouais, libre à vous d'aller sur le site de l'Atelier des Cahiers pour le retrouver. Effectivement, mais c'est-à-dire que c'est un pays qui a grandi tellement vite, oui, avec une société qui évolue vitesse grand V. Donc, quelquefois, même l'appareil de justice n'a pas le temps d'obtempérer, de réagir. Et puis, il y a aussi une certaine coutume. Vous voyez, il y a la loi et il y a la coutume. ouais, Et puis, donc, il y a, effectivement, c'est très particulier et très compliqué et tout va très, très vite. Donc, je dois vous avouer que même moi, hein, après 31 ans de Corée, sur certains sujets, je suis obligée de me renseigner dans plusieurs endroits pour avoir le fin mot sur tel ou tel sujet, par exemple. ouais, C'est vraiment complexe et ça évolue tellement vite, tellement vite. d'accord. OK. Merci beaucoup Ida pour cet échange. Terminer quelques questions un peu, personnelles encore qu'on a déjà pas mal parlé de choses personnelles, mais plus j'ai envie de dire entre toi et la Corée. 1re question, quel est le truc qui te plaît le plus et qui te manquerait Mmh. beaucoup si tu devais, j'imagine que quitter la Corée n'est pas, à l'ordre du jour, mais si un jour ça devait arriver, qu'est-ce qui te manquerait le plus et pourquoi? Alors, qu'est-ce qui me manquerait le plus? Déjà, en ce qui concerne la société, donc j'aime beaucoup le dynamisme de cette Mmh. société coréenne, le positivisme. Quand on lance un nouveau projet, un nouveau truc, quelque chose, les gens sont Ouais, pas là à dire: «Oh non, ça va être compliqué. Oh non, non, ça va être difficile. Oh, on va pas y arriver». Non, c'est: «Ouais, pourquoi pas?» Déjà, ça me plaît bien et puis c'est dynamique, ça va assez vite, relativement vite, on va dire. Des choses qui m'ont fait rester, qui sont un petit peu émoussées, ces derniers temps, c'est le fameux jang coréen. Ce sentiment, de sympathie, qu'ont les gens entre eux. On ne peut pas parler d'amour ou d'amitié. C'est un sentiment, oui, de chaleur humaine, de sympathie qui peut aller, vers des gens qu'on connaît très bien ou à peine et qui établit un lien humain et je veux dire que quand moi je suis arrivée, de France ici en Corée, j'étais la fille de personne, je connaissais personne, voilà, voilà. Et j'ai rencontré que des gentils. Les gens étaient mais terriblement gentils à m'accueillir partout, tout le temps, ouais, à me donner, à m'inviter tout de suite à manger ce soir quand bien même il y avait à peine assez pour tout le monde, heu, d'une gentillesse et d'une envie de partage, absolument désarmante. J'ai adoré, ce sentiment que vous retrouverez dans les séries, dans les dramas, Répondez 1988, Répondez 1997. Un peu cette ambiance sociétale-là que j'ai connue, que j'ai adorée, qui m'a fait rester. Ça, ces temps-ci, ça s'émousse un petit peu, hélas. C'est un peu chacun sa pomme, hein, aujourd'hui, notamment chez les plus jeunes. C'est tellement compliqué en ce moment que ce sentiment ouais, de jang et puis de partage sincère vers l'autre s'émousse un petit peu, hélas. d'accord. Le dynamisme est toujours là, réactivité toujours là. Ouais. J'aime bien l'ordre aussi. Alors, quand on parle d'ordre, c'est toujours un petit peu litigieux, on dit: «Oh là là, attention!» Non, mais l'ordre, c'est une valeur positive quand même, Oui, d'être ordonné dans le sens, Voilà, le respect dans la rue, l'ordre et le respect dans la rue, ça j'aime bien, ça me plaît bien. Vous pouvez ici, les gens sont civiques, on va dire. J'aime beaucoup l'attitude, très civique des gens. ouais. Qui sont, alors bon, quand il y a un truc qui va pas, les Coréens savent manifester, hein. J'habite, tout près de la Maison Bleue. Je peux vous assurer qu'en période hors Covid, il y a pas un week-end ici sans manifestation. Mais, les, en général, oui, les gens sont très civiques, respectent. Même s'il y a une énorme manifestation dans le centre-ville, il va pas y avoir de saccage, il va pas y avoir de morts, il va pas y avoir de blessés, quand bien même, je le répète, les Coréens sont des gens très enflammés, hein. Et puis j'aime bien cette flamme qu'ils ont là, justement, ce caractère un petit peu latin, j'aime bien, ça me plaît bien. D'accord. Heu, voilà, ça c'est des choses voilà, des choses, qui concernent la société qui m'ont fait rester. Alors maintenant des choses, d'un autre ordre, on va parler par exemple de cuisine, je suis complètement, addict à la cuisine coréenne. Ouais. Alors j'adore la nourriture française, hein, je cuisine énormément français à la maison, mais j'adore cette, cuisine-là, cette gastronomie,
J'adore, j'adore. Si je devais partir, il faudrait forcément qu'il y ait tout le temps dans mon frigo du doenjang, du gochujang et du kimchi parce que ça se passerait mal sinon. Et puis, complètement addict au bain et au massage coréen. Voilà. Alors ça, c'est quelque chose, bon, oui, je suis complètement addict aux soins coréens, aux sources chaudes, aux bains, au sauna, toutes ces Les bains, choses-là. c'est quoi? C'est des hammams? C'est des… Sorte de, oui, Ouais, voilà, ouais, un d'accord. peu. Donc, il y a des, donc c'est pas. Alors, il y a une partie qui peut être mixte, auquel cas on est en short et en t-shirt, et puis Ok. on passe de salles plus ou moins chaudes, etc. C'est des endroits pour se relaxer. Et puis après, ça se scinde en deux. Donc, vous avez une partie garçon, une partie fille. Et puis, bon, bah, on est en tenue d'Ève et d'Adam, hein, et puis tout le monde se baigne dans des bains chauds, brûlants, bouillonnants, parfumés au thé vert, parfumés au ginseng, avec des bulles, sans bulles. C'est le bonheur, quoi. Et D'accord. puis, bah, tous les massages du visage, du corps. Oui, c'est extrêmement relaxant. Alors oui, j'ai besoin de quelquefois d'être relaxée quand même. Très bien. Donc, Et justement, j'adore. à l'inverse, qu'est-ce qui t'agace le plus? Qu'est-ce qui te donne parfois vraiment envie de quitter le pays? Alors, qu'est-ce qui m'agace le plus? Oh, il y en a des choses, hein. Alors, bon, là, comme ça, qui me vient en premier, c'était, on peut dire c'était surtout, mais c'est encore, hélas, l'inégalité entre les genres. Ouais. Cette suffisance qu'ont encore parfois certains hommes coréens, du fait de leur, statut d'homme justement. Alors ça c'est sérieusement émoussé, hein, c'est un sujet en pleine évolution. Je vous recommande encore Corée à cœur pour avoir le fin mot de l'histoire, mais disons que ouais, ça c'est assez insupportable. Ouais. Ouais, assez insupportable et ça m'agace vraiment Et on le vit ça et dans la vie puis professionnelle? Est-ce que toi, tu as eu oui, bien des sûr. Oui, bien expériences? sûr. Oh Ouais, oui, mais ouais, oui, bien sûr. On est, je veux dire, bon, en France, on a encore, je crois, presque 17 de différence entre les salaires hommes-femmes. Ici, en Corée, c'est presque 40 quoi, ouais, encore. d'accord. Aujourd'hui, c'est énorme. Et puis, oui, quand bien même la loi protège les femmes quand elles tombent enceintes et qu'elles travaillent dans une entreprise pour pouvoir prendre du repos et revenir ensuite, eh bien, dans les faits, c'est encore extrêmement parfois litigieux. Ouais. C'est extrêmement compliqué pour une maman de partir, quand bien même une réunion le soir, une réunion surprise, de partir pour aller chercher ses enfants. On va encore me dire: «Ah, mais quoi, vous êtes toujours occupé, il faut arrêter». C'est compliqué d'être une femme, oui, ça reste compliqué d'être une femme, en Corée, quand bien même ça n'a jamais été aussi bien. Il faut le savoir aussi, hein, parce qu'on revient de Donc loin, ça va dans le bon hein, on sens. revient Ouais, de c'est ah ouais, ça va dans le bon à la sens. limite, ça va dans le bon On est sens. encore loin du compte, mais ça va dans le bon sens. Donc bon, je me plains un petit peu, mais je garde espoir. Voilà. Et est-ce que c'est le pire ou est-ce qu'il y a des choses qui sont encore plus agaçantes ici? Les choses encore plus agaçantes, heu, bah, il y a toujours, bon, il y avait par le passé, effectivement une certaine influence du confucianisme, donc les gens plus jeunes étaient systématiquement obligés d'obéir de manière aveugle à, une certaine partie de la population plus âgée avec, Ouais, le fameux concept du captil, hein, donc bon, beaucoup d'abus de pouvoir du fait de l'âge, ouais. du fait du genre, du fait ça, c'est pareil, je viens de France, hein, je suis née en France, donc ça m'insupporte. Mais là encore, là, maintenant que j'arrive à un certain âge, moi, on reparle de l'âge, j'arrive à un certain âge où j'ai plus à faire ces choses-là. Vous comprenez? Je peux me Oui, dire: il «Pardon, vaut mieux être qu'est-ce que dans les vous avez plus dit?» âgés pour ce genre de choses, Voilà. effectivement. Bon, alors je suis pas encore très âgée, mais disons que bon, maintenant, oui, je commence à arriver dans la case plus âgée, oui. D'accord. Est-ce qu'il y a une chose que tu aurais aimé qu'on te dise avant ton arrivée en Corée, car ça t'aurait facilité la vie de le savoir? Alors, voyons voir. Commence à cotiser pour ta retraite très, très tôt. Voilà, j'aurais bien aimé qu'on me dise ça. Moi, je suis arrivée en plus à une période où c'était pas encore Tu systématique veux dire et sachant que tu ne cotises pas automatiquement à la retraite française, commencer moi, à… j'ai tout cotisé ici, hein. J'ai tout Ouais, cotisé ici. Alors bon, depuis, j'ai pris, de l'assurance vie, enfin, j'ai ouais, préparé au pire. Mais disons que oui, au tout début, j'aurais bien aimé, ça n'existait pas, hein, c'était les années 90, c'était encore autre chose, hein. Maintenant, bon, c'est relativement bien cadré, mais ouais, j'aurais bien aimé parce que j'ai eu plusieurs années où on cotisait pour le couple. Vous vous rendez compte? Je cotisais pour notre couple. Alors ouais. après quand on a divorcé, la retraite, elle dit pas scindée en 2, hein. Donc c'était un petit peu compliqué, donc ça, comme ça, de manière un peu légère et puis, sinon, voyons voir. Oui, mais ça, je le savais bien en me mariant, en faisant un mariage international qu'on pouvait se heurter à certaines, choses, mais je le répète, ça n'a pas été la cause de mon divorce. Mais disons que je me suis mariée à 23 ans. Donc on m'avait dit: «Tu es pas un peu jeune pour te marier à 23 ans? Pourquoi?»
j'étais amoureuse. Mes parents s'étaient mariés eux aussi très, très jeunes. Ils sont encore mariés et heureux. Donc, je m'étais dit: «Oui, oui, si je veux me marier, je veux me marier». J'aurais pas dû me marier si jeune, voilà. Donc, d'accord, la Mon fils serait retraite. pas né. Penser à la retraite et pas se marier trop jeune. D'accord, mais ça, c'est des conseils Profiter, qu'on peut profiter, donner à tout profiter le de la vie. monde. Attention, j'ai pas dit ne pas se marier avec un Coréen, hein, vous l'aurez noté. Ah non, non, bien Non, sûr, non, 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 mais non, non, non. on est très clair Mariée là-dessus. trop jeune, Oui, bien voilà. sûr. J'aurais dû papillonner encore un peu plus, voilà. D'accord. Très bien. Eh ben, écoute, merci encore une fois. Pour conclure, est-ce que de ton côté, tu as une annonce à faire ou une information à partager? Et oui, bien sûr, Coréa Cœur va être réédité. Donc Voilà, bah, on va revenir là-dessus, effectivement. Donc, voilà, Coréa sera. donc Coréa Cœur va être réédité. Donc, si ça vous intéresse, eh bien voilà, il est en français dans toutes les bonnes librairies et même sur le net, sur le site ou sur tous les sites de vente de livres. Et puis, voyons Il voir. est réédité quand? C'est déjà fait? Donc là, je dois soumettre parce que j'ai pas mal de petits chiffres à revoir, justement. D'accord, Donc, ça devrait être fait cet été, je d'accord, pense. OK. Il est toujours disponible, mais presque épuisé, donc il va être donc réédité. Et puis, venez me rejoindre sur Instagram où je suis depuis pas super longtemps, en fait, parce que les réseaux sociaux, j'ai été un petit peu addict jusqu'à mon divorce, et puis je suis sortie de là un peu échaudée, en fait. Donc, j'ai tout repoussé vivement pendant longtemps. Et puis, j'y suis revenue avec le temps parce que quand même, la communication, c'est bien, parce que maintenant, il y a du soleil dans ma vie, il y a des paillettes dans ma vie. Donc, du coup, j'y suis revenue, voilà, un petit pas. Et Instagram, je l'ai ouvert avec la sortie de Coréa Cœur. Donc, je l'ai remis un petit peu au goût du jour, mais je suis encore un peu nouvelle. Et je mets donc quelques choses perso, mais aussi pas mal de choses sur la Corée et sur cette société qui change et qui évolue. Donc, si la Corée vous intéresse, welcome. Oui, il s'appelle Coréa Cœur, d'ailleurs, je crois, hein, Coréa Cœur, ton pseudo. il a été créé pour la sortie du livre, Voilà, en on te fait. trouve sur Voilà. Instagram, je veux dire, à Coréa Cœur, hein, pas à Ida Coréa Dossi. Cœur. D'accord, Non, 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 avant, j'étais pas sur Instagram. d'accord. Non, puis vous aurez compris que je suis un petit peu occupée dans la vraie vie, donc j'ai beaucoup de mal en fait à vivre ma vie, puis après à la raconter sur Facebook, sur Instagram. Je suis désolée, Voilà, pour le coup, non, non, mais ouais. c'est clair. Si on veut t'avoir comme professeur, il faut aller à Yonsei University, c'est ça? Non, Non? pas du tout. Il fut un temps, effectivement, où j'étais à Yonsei University, mais si vous voulez venir dans mes classes, c'est Sookmyang, l'université féminine Sookmyang. Pardon, je Voilà, mélange les universités. OK, pas de problème. très bien. Et enfin, si on veut te voir à la télé, où est-ce qu'on regarde? Alors, si vous voulez me voir à la télévision, vous guettez les annonces sur Facebook ou Instagram, mais c'est plutôt donc des émissions du matin, des émissions type Docteur Jivago, Golden Time, Bon Matin, de Bon Matin. On a une émission de Bon Matin sur SBS où je passe quelques fois suivant les sujets. D'accord. J'interviens en tant que chroniqueuse, on va dire, Mais pas pour régulièrement. certains sujets, Pas voilà, pas régulièrement. régulièrement, D'accord, OK. certains sujets ciblés en relation avec les thèmes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc ça, tu l'annonces sur Instagram ou sur Voilà, en Facebook? général, je l'annonce ou la presse l'annonce. Donc voilà, oui. D'accord, ça marche. Eh ben, écoute, encore une fois, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton temps et pour Avec ton plaisir. partage. Bonne chance pour Coréa Cœur, mais j'en doute pas que ça va cartonner si c'est une réédition. Et puis, à Mhm. très bientôt. À très bientôt. Je vous embrasse. Bon courage avec le Covid à vous tous. Et puis, au plaisir de vous rencontrer un jour. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, je vous invite à le partager avec vos amis ou collègues et à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict, Spotify, etc. Vous pouvez aussi nous laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast, même si vous n'écoutez pas le podcast sur cette plateforme. Cela nous permettra de remonter dans les classements. Et rejoignez-nous sur Facebook pour discuter sur l'épisode et le commenter. Vous nous trouverez sur Facebook en tapant Séoul Connect dans la barre de recherche. À très bientôt!